international chez France Travail et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire, sur ce rendez-vous annuel que nous organisons avec New Zealand Services depuis quelques années déjà. L'occasion pour nous de vous donner un update, une actualisation de la situation en Nouvelle-Zélande, des opportunités que vous pourriez avoir voilà, que vous pourriez envisager sur ces terres lointaines pour nous depuis la France. Mais voilà, un pays qui regorge d'opportunités voilà, pour travailler, pour télétravailler, pour créer son entreprise, pour aussi reprendre des études, pourquoi pas. Donc voilà. Je serai accompagnée donc aujourd'hui de ma collègue Chloé Morali qui est conseillère mobilité internationale aussi à France Travail dans mon équipe et qui revient d'un PVT, un permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande et qui sera là pour partager aussi son expérience. Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Et puis, nos amis partenaires de New Zealand Services, ici présents, nous avons le plaisir renouvelé de recevoir donc Philippe et Ariane Meneux, qui sont Bonjour. les créateurs et voilà, les créateurs de New Zealand Services. Voilà, une entreprise créée par deux Français qui, qui permet de vous accompagner dans votre projet d'expatriation en Nouvelle-Zélande. Ils en parleront d'ici quelques minutes. Ici aussi présente Tatiana de New Zealand Services aussi, spécialisée sur toutes les questions d'immigration. Et puis Marie aussi qui est là de New Zealand Services sur la partie communication. Donc nous sommes ravis. Merci beaucoup d'être présent une nouvelle fois ce matin. Pour le déroulé de ce webinaire, nous aurons l'occasion donc d'évoquer divers sujets que Philippe et Tatiana vous présenteront d'ici quelques instants. Voilà. La présentation Et Ariane. et Ariane aussi, pardon. Et nous aurons l'occasion de répondre à vos questions à la fin de la présentation d'Ariane, Philippe et Tatiana. Voilà, pour une fluidité de leur présentation, de leur intervention. On vous remercie de poser vos questions si vous le souhaitez au fur et à mesure dans la barre de conversation, aucun problème. Si certaines questions qui sont indiquées vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour, ben voilà, faire part de votre intérêt pour ces questions et afin d'éviter la répétition des questions. Petit point important à préciser, il n'y aura pas de réponse apportée à des questions d'immigration spécifiques à votre projet. L'idée, c'est de donner des informations sur l'immigration et les opportunités de permis de travail, de visa, voilà, de manière générale. Il n'y aura pas d'études de cas spécifiques par rapport à votre projet. Voilà, un petit point important. Je vous remercie. Nous vous remercions de faire preuve de bienveillance dans le chat, bien entendu, de rester courtois et aussi bien sûr, de ne pas prendre la main sur la présentation et le partage de la présentation qui est faite en ce moment même. Je vous remercie. Bienvenue à tous sur ce webinaire Vivre et travailler en Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Zélande et son monde d'opportunités. Et je laisse la parole à Philippe pour commencer. Merci Marion pour cette introduction et cette présentation. Donc Kia ora, le Kia ora, ça veut dire c'est le bonjour en maori et en Nouvelle-Zélande, on a trois langues parlées et donc on a l'anglais, le maori et la troisième langue, c'est le langue des signes, le langage des signes. Donc, voilà les trois langues officielles que l'on a en Nouvelle-Zélande. Donc, on va vous présenter l'équipe de New Zealand Service. C'est une entreprise qu'on a créée avec ma femme en 2009. 2009, oui, donc on fête nos 15 ans cette année. On est des grands adolescents et aussi on est en pleine forme. Tout va bien. Et l'entreprise a été créée en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Et le but de l'entreprise, c'est d'aider principalement les francophones à immigrer, étudier et investir
en Nouvelle-Zélande et l'agence que l'on est va prendre en compte tous les sujets, toute la vie du projet de A jusqu'à Z. Et en interne, il n'y aura pas forcément qu'on s'appelle des appels à d'autres fournisseurs durant le process que vous aurez avec nous. Ça vous permet principalement d'avoir un seul et même interlocuteur sur l'ensemble de votre projet et vous verrez, c'est très important. Donc, Tatiana, tu peux revenir un peu en arrière pour présenter un peu l'équipe. Là, j'ai parlé. Donc, je suis désolé, je commence par moi. Voilà, je suis en haut, donc Philippe, moi. En dessous, il y a Julie qui s'occupe de la partie investissement real estate. Ensuite, on a Marie qui est ici présente avec nous, qui a aussi fait un PVT en Nouvelle-Zélande et qu'on a recruté à la suite de son PVT, qui est responsable du marketing et de la communication. Ariane qui sera avec moi tout à l'heure, qui va vous présenter la partie éducation. Et Martine Strachan, qui, elle, s'occupe de la partie éducation, mais la partie études supérieures. Et on a notre équipe de conseillers en immigration, Julie et Tatiana, qui est ici présente, qui présentera toute la partie immigration. Voilà. Donc, comme je disais, Nouvelle-Zélande Service, c'est une agence qui va regrouper, qui va suivre votre projet de A jusqu'à Z et qui va vous permettre surtout d'avoir un seul interlocuteur ou interlocutrice durant tout votre projet. Nous, à titre personnel, ça fait 23 ans qu'on est installé en Nouvelle-Zélande et on est passé aussi nous-mêmes par tout ce chemin d'immigration, de visa, de recherche d'emploi, d'installation, d'éducation. Donc, par notre expérience, on a décidé de la mettre à votre disposition et on a créé Nous aidons le service. Et bien entendu, on a aussi un réseau de partenaires avec lequel on travaille sur la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc on connaît un peu le système et on parle français. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, on fait du Jean-Claude Van Damme, mais parce que les mots en anglais viennent plus facilement que les mots en français. Donc, au programme de ce live, on va faire un petit point sur l'actualité en Nouvelle-Zélande, le zoom sur le marché de l'emploi et sur l'économie, enseigner s'expatrier en Nouvelle-Zélande, les études, les stages, les PVT, les télétravails depuis la Nouvelle-Zélande et vos projets de business ou de création d'entreprise en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, comme on vous l'a dit, vous pourrez poser des questions à la fin de cette présentation. Il y a un autre slide à passer. OK. Donc, la Nouvelle-Zélande, ça se situe à 18 000 km de la France. Il faut environ 24 heures d'avion pour y aller. C'est un des pays où l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est le plus respecté. On a le tissu économique de la Nouvelle-Zélande, c'est 95% des entreprises de moins de 10 salariés. On a très peu de grosses entreprises en Nouvelle-Zélande et les gens en Nouvelle-Zélande créent leur entreprise, pas forcément pour faire de l'argent, mais principalement pour avoir une liberté de travailler quand ils ont envie et ne pas être contraint à des horaires quand on est employé par un patron. Donc, c'est le pays au monde qui crée le plus d'entreprises, mais c'est aussi le pays au monde qui ferme le plus d'entreprises, bien évidemment. Mais le fait de ne pas réussir dans une entreprise n'est pas considéré comme un échec, mais plutôt comme une expérience. Donc, c'est OK, tu as voulu faire ça, ça n'a pas fonctionné. OK, qu'est-ce que tu fais d'autre par la suite? Donc, c'est aussi une autre dynamique et vous ne serez jamais jugé parce que vous avez essayé de faire quelque chose. C'est aussi très important. L'immigration en Nouvelle-Zélande, Tatiana vous en parlera, est principalement liée au travail et le gouvernement adapte les visas de travail en fonction des demandes de l'économie néo-zélandaise. C'est ce qu'on peut appeler sur les métiers en tension, qu'on parle en France, les métiers en tension. On a aussi le métier en tension en Nouvelle-Zélande. Et plus le métier est en tension, plus il est facile d'immigrer en Nouvelle-Zélande. Généralement, Tatiana vous en parlera, l'immigration est généralement liée à un travail.
Bon, il y a quelques règles concernant les visas visiteurs, bon, c'est pas, qui ont un peu changé, mais ça concerne plutôt tout ce qui est traduction. Donc, c'est un peu des simples différences. Permettant, ok. Au niveau économique, on a une croissance positive de 0,7%. La Nouvelle-Zélande signe de plus en plus de traités de libre-échange. On a signé un traité de libre-échange l'année dernière avec l'Europe et l'Angleterre. Là, ils sont en train aussi de signer des traités de libre-échange avec les pays du Golfe et je crois avec le Vietnam aussi. Donc c'est vraiment un pays qui veut. On est un petit pays, on est 5 millions d'habitants, donc la croissance ne peut passer que par une croissance externe, par des exportations à un monde, à tout le monde. Et comme on est à contre-saison par rapport à l'Europe, bah, c'est pour ça que ça nous permet d'avoir des fruits et légumes tout au long de l'année, parce que quand c'est plus l'Europe qui produit des fruits et légumes, bah, c'est la Nouvelle-Zélande qui produit des fruits et légumes, et ça nous permet d'avoir des tomates toute l'année en Europe. L'Asie est bien évidemment un des marchés de la Nouvelle-Zélande, mais c'est aussi la volonté du nouveau gouvernement qui a depuis 2 ans de ne pas être exclusivement concentré sur un seul et même continent, parce que là où, avec ce qui se passe avec les tensions économiques dans le monde entier, notamment avec Trump, bah, l'Asie commence un peu à trembler et il est préférable aussi et donc consomme moins, et donc il est préférable aussi que la Nouvelle-Zélande aille sur d'autres marchés. L'inflation est assez maîtrisée parce qu'on est à 2,5%, on est monté haut avec le Covid et là on a redescendu. Le PIB, bon, environ 250 milliards. L'export représente 16% du PIB et un taux de chômage qui a légèrement augmenté. Avant, on était entre 3 et 4%, et là, on est passé à 5%, parce qu'il y a une restructuration de l'économie qui passe aussi par ça. Voilà. Oh, Donc, ça va être à moi. c'est bientôt à toi. S'il y a d'autres questions, je répondrai à la fin sur la vie en général en Nouvelle-Zélande, et je laisse la place à Tatiana qui va nous parler d'immigration et des conditions d'immigration. Merci, à tout à l'heure. Merci Philippe. Bonjour à tous et merci beaucoup de participer à ce webinaire. Alors, juste pour que vous le sachiez, je dois être à peu près la seule sur ce séminaire webinaire à être en Nouvelle-Zélande. Donc, il est pour moi 20h20 le soir et nous sommes à l'entrée de l'hiver. Donc, je n'ai pas très chaud. Donc, vous voyez avec ma couverture là. Mais voilà, donc j'aurais bien voulu vous montrer un peu le paysage derrière, mais comme il fait nuit, ça va pas être possible. Pour la petite histoire, donc je suis Tatiana et je suis arrivée en Nouvelle-Zélande il y a, je crois que ça va faire 12 ou 13 ans. Et bah, comme disait Philippe, hein, comme tout le monde, j'ai fait mon petit parcours immigration, travail, résidence, citoyenneté maintenant, donc j'ai la double citoyenneté. Et j'ai vécu d'abord à Auckland et maintenant dans l'île du Sud, à Wanaka. Pour ceux qui sont déjà venus en Nouvelle-Zélande ou qui ont entendu parler de la Nouvelle-Zélande, vous avez certainement entendu parler de cette ville dans laquelle je suis, qui est un petit peu le paradis de la Nouvelle-Zélande. Donc, je vous souhaite à tous de pouvoir un jour venir voir ce bel endroit et y goûter. Alors, comme Philippe l'a dit, donc je fais partie de l'équipe de New Zealand Services et donc, je suis conseillère en immigration et j'ai aussi un parcours en RH et en contrôle de gestion, comptabilité, finance avant de faire de l'immigration. Donc, j'ai une vue un peu, comment on dit en anglais, holistique, un peu globale de ce que les employeurs recherchent, de ce que les gens peuvent rechercher dans leur carrière. Et puis aussi, j'ai 3 petits-enfants, donc j'ai aussi une vue sur la famille et la scolarité, l'éducation en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai une vue assez globale de ce qui peut être intéressant pour vous. Donc j'essaie d'avoir des conseils pratico-pratiques. Sachez que ma profession de conseillère en immigration est réglementée. Donc, on est sous un régime de code de conduite. Il y a une loi qui s'appelle, comment ça s'appelle? Immigration Advisors. Non,
Bon, c'est pas grave, peu importe, il y a une loi qui gouverne notre profession. Il y a une autorité gouvernementale qui régit notre profession. Et donc, c'est aussi pour ça que quand Marian vous a indiqué au début qu'on ne pourrait pas répondre à vos questions personnelles, c'est simplement parce qu'on est obligé de répondre dans un cadre professionnel restreint. Dans le cadre d'une consultation ou, ou par écrit avec un contrat écrit. On ne va pas juste répondre comme ça, mais on peut donner des conseils généraux. Donc, sans plus attendre, parce que je pense que vous avez très, très envie qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, déjà, pourquoi choisir la Nouvelle-Zélande? Donc, peut-être que certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de la Nouvelle-Zélande et d'autres non. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, effectivement, c'est très loin, hein, la Nouvelle-Zélande. C'est tout petit. Il n'y a que 5 millions d'habitants. Donc, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut connaître en France ou en Europe. Ici, on a vite fait de connaître tout le monde. C'est d'ailleurs quelque chose auquel il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de se fâcher avec les gens. C'est un pays qui est extrêmement dynamique, donc contrairement à ce qu'on peut connaître en Europe où tout prend beaucoup de temps, n'avance pas, est très hiérarchisé, ici, tout se fait en 2 secondes, y compris la paperasse. C'est un vrai plaisir. En termes de sécurité, c'est très simple, hein. Moi, je ne ferme pas ma maison et je ne ferme pas la voiture. Et d'ailleurs, généralement, je laisse la voiture tourner avec les enfants dedans quand je suis au supermarché. Bon, c'est pas vrai partout, il faut pas le faire partout, mais, de manière générale, c'est un pays qui est quand même très safe. L'innovation, oui, comme les choses vont vite ici, comme les gens ont tendance à réfléchir de manière pratique, l'innovation est encouragée. Et puis, c'est aussi un point de différence pour la Nouvelle-Zélande, parce que si la Nouvelle-Zélande n'est pas capable d'offrir quelque chose sur la scène internationale, la Nouvelle-Zélande n'existe pas. Donc, l'innovation est une manière pour la Nouvelle-Zélande d'exister sur la scène internationale. La qualité de vie, effectivement, bon, j'ai un peu évoqué déjà, c'est un environnement très sécurisant. Et puis, comme les gens sont simples, il y a un très, très bon équilibre. On n'hésite pas à dire que là, on ne peut pas venir parce qu'on a rendez-vous chez un médecin spécialiste ou parce qu'on a un enfant qui est malade ou parce qu'on a inondé la salle de bain. Les gens encouragent vraiment le fait d'avoir des horaires normaux, quitte à travailler un peu à la maison après, mais avoir un équilibre. On n'a pas besoin d'être présent pendant des heures et des heures au travail. La Nouvelle-Zélande est vraiment très belle. Ça vaut vraiment le détour. Il y a des paysages extrêmement divers en Nouvelle-Zélande. De la mer à la montagne, des collines roulantes et bien vertes, au désert hyper aride et très rocailleux. Des paysages un peu lunaires dans certains endroits. Il y a vraiment de tout. Des palmiers, des superbes forêts enchantées, des volcans. C'est un peuple bienveillant parce que je ne sais pas ce que vous savez de la Nouvelle-Zélande, mais à la base, c'était un pays donc exclusivement fait avec des Maoris dedans, qui étaient des gens qui avaient débarqué en bateau depuis la Polynésie. Et puis, quelques années plus tard, les Européens sont arrivés et se sont installés. Donc, ce sont des gens qui avaient tout quitté derrière eux. Je crois que j'ai un chien qui est en train de venir m'aider. Les Européens ont commencé à venir s'installer et par définition, ils ont dû tout quitter pour venir s'installer. Donc forcément, ils ont dû renforcer leurs liens pour pouvoir survivre sur place. Et c'est aussi ce qui leur a donné ce côté pratique où vraiment ils veulent que les choses se passent au mieux et que les choses avancent, parce que c'est les seuls moyens pour survivre en fait. Donc de manière générale, il y a quand même beaucoup de bienveillance. Et la culture du pays, oui, alors ça, c'est un pays extrêmement cosmopolite. Vous circulez dans la rue et vous voyez des gens de partout dans le monde. C'est une véritable bouffée d'air. Par exemple, dans le monde du travail aussi, où les gens de différentes cultures se côtoient. Et ça pose pas de problème. Les gens sont vraiment très ouverts. C'est très agréable. Voilà. Alors, en ce qui concerne le marché du travail, donc pour ceux d'entre vous qui voudraient venir en Nouvelle-Zélande pour travailler, ou parce que c'est vrai que très souvent on vient en Nouvelle-Zélande parce qu'on a, on a besoin de continuer à travailler et on vient en Nouvelle-Zélande et on va travailler. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a certains secteurs qui sont porteurs, donc on les a cités là, l'agroalimentaire, la construction
etc. Sont des secteurs en fait qui sont jugés souvent comme étant en pénurie, notamment en raison de la trajectoire stratégique que le gouvernement souhaite prendre, et notamment en ce qui concerne la santé, les infrastructures. Comme c'est un petit pays avec que 5 millions d'habitants, les investissements dans l'infrastructure il est important qu'ils soient corrects parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour porter ces projets. On n'oublie pas qu'on est dans un contexte de risque climatique, hein, donc il n'y a pas très longtemps, on a eu un cyclone dans l'île du Nord qui a ravagé toute une région. Donc on a besoin de main-d'œuvre en ingénierie, en IT, dans la santé, la construction, etc. pour aider à mieux gérer ces risques climatiques et de risques de biosécurité, hein. On parle évidemment Covid, mais bon, il y a bien d'autres risques de maladies qui commencent à se développer, de problèmes dans l'agriculture. Donc il y a un certain nombre de besoins dans ce domaine. Et puis la Nouvelle-Zélande est en compétition avec d'autres pays en termes d'immigration. Donc il s'agit d'attirer des professionnels dans certains domaines et plutôt qu'ils aillent voir ailleurs, dans d'autres pays. Juste une petite info sur le salaire minimum. En ce moment, on est sur du 23,50 $. Il faut diviser à peu près par 2 pour avoir la valeur en euros. C'est juste une indication pour vous si vous cherchez du travail en Nouvelle-Zélande. Donc, comme je l'ai dit, hein, en termes d'emplois recherchés, en fait, on a ce qu'on appelle notamment la Green List, ou la liste verte en français, qui est en fait une liste de postes que le gouvernement et donc l'immigration, parce que l'immigration, Immigration New Zealand, c'est donc un organisme régi par le ministère, c'est MBIE, Ministry of Business, Innovation and Employment. Donc l'immigration, c'est un département de ce ministère qui, en collaboration avec différents secteurs professionnels et puis des différentes parties en Nouvelle-Zélande, ont déterminé qu'il y avait certains domaines qui avaient besoin de recruter de la main-d'œuvre qualifiée plus que dans d'autres domaines. Et donc, les gens qui ont la chance de pouvoir être employés dans ces domaines-là parce qu'ils ont les bonnes compétences, donc ça peut être vous, ou peut-être vous plus tard si vous faites des études dans ce domaine-là, ou si vous vous formez, notamment sont la construction, l'ingénierie, IT, et puis il y a d'autres secteurs dans la santé. Bon, la santé, c'est le problème qu'on trouve partout dans le monde, hein. On n'a jamais assez de professionnels de la santé. Et dans l'enseignement aussi. Et d'ailleurs, on a un slide dédié à l'enseignement, peut-être même deux d'ailleurs. Voilà, alors, si vous souhaitez venir en Nouvelle-Zélande, il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir vous poser avant de vous lancer à fond dans le projet. Donc déjà, il faut que vous déterminiez quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez venir de manière temporaire, genre quelques mois ou quelques années, ou est-ce que vous voulez vraiment vous installer? Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes en famille? Quel âge ont les enfants? Si vous avez des enfants, quel âge avez-vous? Ensuite, quelle est votre santé et est-ce que vous avez un casier judiciaire? Parce qu'en fait, tous les visas en Nouvelle-Zélande, qui sont donc votre sésame pour pouvoir vraiment vous installer en Nouvelle-Zélande, sans visa, on ne peut pas s'installer en Nouvelle-Zélande, impose d'être en bonne santé. Alors, être en bonne santé, attention, hein, on peut avoir parfois des problèmes de santé et que ça ne pose pas de problème, hein. Mais il y a certaines maladies ou conditions physiques qui peuvent être rédhibitoires ou qui peuvent poser problème. Oh, pardon, qui peuvent poser problème. Donc, êtes-vous en bonne santé? Et puis aussi parce que quand même, c'est loin la Nouvelle-Zélande, donc il ne faudrait pas que vous mettiez en difficulté. Moralité, si vous avez un casier judiciaire, ça peut poser problème, ou si vous êtes en ce moment sous investigation, ça peut poser problème. Après, en question accessoire, est-ce que vous êtes donc sur un de ces métiers recherchés dont on a parlé plus tôt, mais pas que, il y en a d'autres, hein, des métiers, j'ai pas pu tout lister. Quel est votre niveau de diplôme? Sachez que généralement, plus on est diplômé, mieux c'est. C'est pas toujours vrai, mais c'est souvent vrai. Est-ce que vous parlez l'anglais et dans quelle mesure vous parlez l'anglais? Parce que évidemment, commencer dans un nouveau pays sans parler la langue, ça peut être un peu compliqué. Même si les Néo-Zélandais sont beaucoup moins snobs en ce qui concerne la pratique de l'anglais que ce que nous pouvons l'être en français. C'est-à-dire que vous leur demandez, est-ce que je dis ci ou ça? Ils vont dire oui, 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 oui. Ils vont être très, très tolérants et ne jugeront pas du tout de votre niveau. Est-ce que dans certains cas, si trouver du travail, c'est pas possible, ou si vous n'y arrivez pas, ou si vous tournez en rond,
ou est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Est-ce que vous seriez prêt à reprendre des études? Et c'est là que Ariane vous en dira plus. Et évidemment, avant de vous lancer dans un projet aussi important, est-ce que vous êtes tous sur la même page dans la famille? C'est important, évidemment. Il y a plein de types de visas. Donc, comme je l'ai expliqué très, très brièvement, la réalité, c'est que sans visa, on ne peut pas rester en Nouvelle-Zélande. Dans certains cas, on peut venir sans visa sur une durée courte, mais courte, c'est-à-dire pas pour s'installer, pas à long terme. Donc, les types de visas, ça va être visa de travail, visa étudiant. Dans les visas de travail, on a le Working Holiday Visa. Et ensuite, on a le visa de visiteur, qui est donc souvent celui que les gens commencent par prendre, mais pas toujours, mais souvent. Ensuite, on a le visa entrepreneur et investisseur pour ceux qui souhaitent donc investir ou entreprendre, qui donc peuvent, enfin, la visa investisseur emmène directement vers la résidence. Le visa entrepreneur, c'est un par étape où on commence par un visa de travail et ensuite on peut éventuellement obtenir la résidence si on a rempli son projet d'entrepreneuriat dans les clous, c'est-à-dire dans les règles que l'immigration voulait voir. Et le sésame que tout le monde veut pour pouvoir s'installer durablement en Nouvelle-Zélande, c'est donc le visa de résident qu'on peut dans certains cas obtenir très vite et dans d'autres cas, ça peut prendre plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs années. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous faire un zoom sur le visa de travail qui est le plus commun en Nouvelle-Zélande pour ceux d'entre vous qui souhaiteriez travailler en Nouvelle-Zélande. Donc, que vous soyez tout seul ou que vous soyez en famille ou en couple, si vous voulez venir en Nouvelle-Zélande et travailler et que vous n'êtes pas encore éligible à la résidence parce que vous n'êtes pas employable ou avez reçu une offre d'emploi dans un des jobs de la Green List dont j'ai parlé auparavant, ou si vous n'êtes pas très hautement qualifié, donc là je pense à des gens qui sont en PhD, enfin qui ont un PhD déjà, vous pourriez ne pas encore être éligible à la résidence et donc du coup vous auriez besoin d'un visa de travail temporaire donc pour pouvoir venir vous installer en Nouvelle-Zélande et donc travailler. Alors c'est un visa, le visa principal s'appelle donc l'Accredited Employer Work Visa, AEWV, c'est un visa de travail qui va reposer sur le fait que vous obteniez en amont du dépôt de la demande une offre d'emploi. Donc, il faut trouver un emploi en Nouvelle-Zélande par un employeur qui est accrédité ou qui veut bien devenir accrédité par l'immigration pour vous recruter sur ce poste-là. Alors, c'est là où ça peut être un peu compliqué et nous, à New Zealand Services, on peut vous donner un peu des tuyaux pour votre recherche d'emploi. On peut vous aider sur votre CV, sur les techniques de recherche d'emploi en Nouvelle-Zélande, sur où chercher, quels contacts essayer de trouver, comment vous entraîner sur des entretiens, la culture du travail en Nouvelle-Zélande, les conditions salariales, etc. Donc là, typiquement, moi, je suis là pour vous aider avec cet aspect-là, en plus des aspects juridiques par rapport au visa en lui-même et votre éligibilité au visa. Donc, en admettant que vous ayez trouvé un emploi, il faudrait donc que ce soit un emploi à temps plein par un employeur accrédité sur du long terme. Et si vous pouvez obtenir cet emploi et ce visa, vous pourriez potentiellement avoir ce visa jusqu'à 5 ans si c'est un poste qualifié ou 3 ans sur un poste moins qualifié. Donc, un poste moins qualifié, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, un serveur dans un café, alors qu'un poste qualifié, ça peut être un directeur RH. Il y en a d'autres un peu en dessous, hein, des postes qui sont qualifiés. Mais voilà. Sachez que pour ceux d'entre vous qui souhaiteriez immigrer en famille, il faudrait idéalement viser des postes qualifiés. Vous auriez beaucoup plus de chances de pouvoir sponsoriser votre famille. Là, j'en ai pas trop parlé dans les slides, mais c'est important. Ensuite, ce type de visa vous permet donc évidemment de travailler avec cet employeur-là et sur ce job-là, d'étudier un petit peu si vous voulez par exemple prendre des cours d'anglais pour développer votre anglais ou sur un job ou faire une formation qui soit en lien avec votre emploi et acceptée par votre employeur. Ensuite, il y a aussi un critère de rémunération qui est, ça a changé très récemment. Peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler du salaire médian. Là, maintenant, on est
on n'est plus sur du salaire, du salaire médian, on est sur de la valeur de marché en Nouvelle-Zélande, et à l'exception des familles où quand vous voulez sponsoriser un partenaire et ou des enfants, il faut viser au moins 80% du salaire médian. Sinon, vous ne pouvez pas sponsoriser le reste de la famille. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui pourraient devenir éligibles au bout d'un moment à la résidence grâce à leur travail et souvent grâce à leur diplôme aussi, l'expérience que vous gagneriez en Nouvelle-Zélande sur cet Accredited Employer Work Visa vous permettrait de viser la résidence au bout d'un moment en accumulant suffisamment d'expérience. En général, on est entre 1 à 3 ans donc sur un Work Visa avant de pouvoir être éligible à la résidence quand on a besoin de passer par un Work Visa auparavant. Donc ça, c'est le visa le plus commun. Donc si vous voulez googler ou nous demander des questions sur ce visa-là, on pourra évidemment vous donner beaucoup plus d'informations plus techniques et plus ciblées pour votre propre situation. Il y a d'autres visas qui existent. Il y en a un qui s'appelle le Specific Purpose. Ce visa-là, il est vraiment pour des missions temporaires et notamment pour ceux qui vont en contrat d'expatriation avec une entreprise multinationale. Donc, vous êtes employé en France et ils ont une branche en Nouvelle-Zélande, typiquement. Ils vous envoient sur une mission. Ça va être ce type de visa-là que vous allez avoir. Si vous êtes éligible. Mais il y a d'autres choses aussi. S'il y en a parmi vous qui sont, par exemple, sportifs et que vous êtes un coach professionnel dans votre domaine, vous pourriez éventuellement utiliser ce visa-là. Il y a d'autres types de missions spécifiques qui rentrent dans les critères de ce visa-là. Mais sachez que ce sont des missions relativement courtes. Voilà. Ensuite, il y a évidemment le Working Holiday Visa pour ceux d'entre vous qui ont moins de 30 ans. Et qui souhaiteraient venir en Nouvelle-Zélande. Alors, le gros avantage de ce visa-là, c'est qu'il vous permet il n'est pas lié à un employeur et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi avant de venir. Donc, ça, c'est très intéressant si vous avez envie de faire une pause dans votre vie et de venir découvrir autre chose. Vous pouvez venir et profiter d'une année en toute liberté, en voyageant et en travaillant si vous en avez envie et dans les conditions que vous voulez. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas besoin d'un visa de travail parce que vous êtes éligible immédiatement à la résidence parce que vous avez un job sur la Green List ou parce que vous êtes très hautement diplômé, vous pourriez donc déposer une demande de Straight to Resident Visa dès que vous auriez une offre d'emploi qui rentre dans les critères de l'immigration et que votre profil aussi rentre dans les critères de l'immigration. C'est-à-dire que ce n'est pas juste parce que vous avez sécurisé une offre d'emploi avec le bon titre que, boum, vous allez pouvoir être éligible à la résidence. Il y a quand même un certain nombre de critères qu'il faut remplir et qui, dans certains cas, peuvent vous donner l'accès à la résidence immédiatement. Voilà. Sachez que la différence aussi entre les visas temporaires et les visas de résidence, c'est que quand vous êtes sur des visas temporaires, donc c'est par exemple un visa de travail, si vous êtes en famille ou en couple, chaque personne va devoir postuler pour son propre visa. Donc, ce sont des candidatures séparées. Alors que quand on est sur une résidence, sur un visa de résident, toute la famille peut potentiellement être incluse dans la candidature. Donc, ça peut être intéressant pour que tout le monde soit sur la même page au moment de la résidence. Il y a bien d'autres visas qui existent aussi. Donc, contactez-nous si vous avez l'idée de venir en Nouvelle-Zélande et que vous ne savez pas trop par où commencer. Nous, on est là pour vous déblayer le terrain et vous donner un premier aperçu de ce qui est faisable. Et puis d'une stratégie de visa aussi, parce que parfois il faut être un peu créatif et il faut passer par plusieurs visas pour arriver au bout. Et d'ailleurs, le travail d'Ariane peut en ce sens vous aider, parce que dans certains cas, vous allez chercher à étudier avant de pouvoir, donc avec un visa d'étudiant, ensuite vous allez chercher à travailler avec un visa de travail et enfin atteindre la résidence. Ou alors, dans certains cas, vous allez faire des études et vous allez devenir tout de suite éligible à la résidence si vous avez réussi à sécuriser l'emploi qui va bien et ou que vous avez sécurisé le diplôme qui va bien pour la résidence. Alors, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour enseigner en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si vous avez vu, on avait publié un article aussi sur cette question-là. Alors, juste brièvement,
si vous souhaitez enseigner en Nouvelle-Zélande, sachez que de manière générale, il faut être enregistré auprès de l'ordre professionnel des enseignants en Nouvelle-Zélande qui s'appelle donc le Teaching Council. En fait, c'est pas Of New Zealand, c'est Of Aotearoa, qui est le nom maori de la Nouvelle-Zélande. Et pour ce faire, en fait, de manière générale, il faut faire évaluer votre diplôme d'enseignant par le NZQA, c'est le New Zealand Qualification Authority. Et en fonction de ce que le New Zealand Qualification Authority va décider en termes d'équivalence de votre diplôme par rapport aux critères du Teaching Council, vous pourriez soit être sur une trajectoire directe d'enregistrement auprès du Teaching Council qui vous permettrait donc par la suite de sécuriser une offre d'emploi en tant qu'enseignant en école, collège, lycée. En fonction de là où vous vous situez, école, collège, lycée. Soit si ça n'est pas le cas et que votre diplôme n'est pas reconnu, eh bien, il y a d'autres voies, c'est-à-dire une qui peut être de passer par ce qu'ils appellent le parcours discrétionnaire, à la discrétion du Teaching Council, où en fait, ils vont regarder tous vos diplômes universitaires et d'enseignants, et ils vont regarder aussi votre expérience professionnelle et ils peuvent éventuellement déterminer, après des entretiens, après des preuves de ce que vous avez fait dans votre passé, que, OK, ils veulent bien vous enregistrer quand même. Et du coup, là, vous pouvez viser un poste en école, collège ou lycée. Il y a aussi un critère d'anglais pour pouvoir accéder au Teaching Council. Et voilà. Alors, ce sésame en fait, du Teaching Council, il est très utile pour vous autres enseignants qui viseriez la résidence et qui viseriez un poste dans l'enseignement relativement facilement. Parce que en fait, lorsque vous êtes enregistré auprès du Teaching Council et que vous avez une offre d'emploi en tant qu'enseignant, vous êtes éligible à la résidence soit immédiatement si vous allez être un enseignant du primaire ou du secondaire, soit au bout de 2 ans si vous êtes enseignant en petite enfance. Alors attention, il n'y a pas vraiment de... en France, il me semble que la petite enfance et le primaire, ça va ensemble. En Nouvelle-Zélande, c'est séparé. C'est un autre domaine. Donc, comme on a dit là, je suis désolée, il y a le chien qui n'est pas très content. Si le Teaching Council ne vous enregistre pas et n'accepte pas non plus le trajet à la discrétion, en fait, pour pouvoir obtenir un poste dans l'enseignement, il va falloir soit que le directeur de l'école ou la directrice de l'école certifie que vos compétences sont tellement rares qu'elles ne sont pas du tout trouvables localement. Mais autant vous dire que ce n'est pas simple à trouver comme type de poste. Ou alors faire un autre poste d'enseignement, par exemple dans des écoles de tutorat ou dans des centres éducatifs privés. Je m'excuse, je suis un petit peu inquiète parce que je suis toute seule dans la maison et je m'entends qu'il gronde. Bon, j'espère que ça va aller. Bien, alors maintenant, je ne sais pas si vous l'entendez gronder. Peut-être que je vais laisser la main une seconde. Philippe, est-ce que tu es là? Je m'excuse, je vais juste aller voir ce qui se passe parce que je suis toute seule dans la maison. Philippe, est-ce que tu crois que tu peux faire cette slide pour moi pendant que je vais juste vérifier ce qui se passe? T'es en mute. Pardon. Bon, il est toujours en mute. Bon, c'est pas grave, je vais continuer jusqu'à ce qu'il puisse prendre le relais. Alors, l'avantage d'être accompagné par un conseiller en immigration, moi, par exemple. Alors, comme je vous l'ai expliqué brièvement au début, on travaille dans le cadre d'une réglementation. Voilà, il est là l'acte dont je parlais plutôt, l'Immigration Advisors Licensing Act, voilà, qui nous impose un code de conduite et des obligations professionnelles. Donc, ce qui signifie qu'on vous donne des conseils personnalisés avec des règles de l'immigration qui sont à jour, parce qu'on a une obligation de nous former. On vous réduit vos risques d'erreur parce que comme nous sommes au fait de la législation, on
on limite les risques par rapport à une erreur dans votre candidature. On réduit le stress parce que comme nous, on connaît les règles, on connaît les risques et les opportunités, on peut vous indiquer en fait la bonne direction pour présenter le dossier qui soit le plus propre possible et le plus facile pour l'immigration à gérer. Évidemment, Ce que tu peux travailler avec... ajouter, ce que tu peux ajouter, Tatiana, aussi, c'est que quand les règles d'immigration changent Oui, changent très rapidement, et une situation qui était valable à un moment donné peut très vite évoluer. Donc, le fait d'avoir des conseils de migration personnalisés, si tu veux aller voir ton chien, tu peux y aller pendant ce temps-là, ça permet aussi de pouvoir d'avoir un suivi de votre dossier. Et il y a pas mal de chats sur Facebook, sur ce genre de sites comme ça, de réseaux sociaux, où les gens donnent des conseils en immigration. Des fois, ce n'est pas forcément faux, mais le problème, le conseil d'immigration, il est tellement personnalisé qu'il ne va pas forcément être adapté à votre situation personnelle. Donc, le fait de travailler avec des conseillers en immigration, ça va permettre d'avoir un suivi au jour le jour et en fonction des réglementations qui évoluent et de pouvoir vous reposer sur des professionnels qui font ça tous les jours. Et vraiment, on reçoit par semaine, je ne sais pas, une dizaine d'emails pour nous avertir des changements sur les règles d'immigration. Donc, des fois, il y a des gros changements, des fois, c'est des petits changements, mais des fois, le problème est dans le détail. Donc, c'est vrai que c'est le fait d'avoir des conseillers en immigration, bah, ça permet aussi d'être beaucoup plus sécurisé par rapport à ça. Voilà. oui, Donc, je pense que maintenant, pour si tu es reprendre. rassuré, tu peux reprendre. C'est bon. Voilà. Merci. Voilà. Oui, oui, et donc aussi, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que quand vous employez un conseiller en immigration, vous êtes protégé par un système judiciaire et législatif qui protège vos droits. C'est-à-dire que c'est quand même très important dans ce domaine-là parce qu'il s'agit quand même d'un changement de vie majeur avec des sommes engagées qui sont très lourdes. Et il est très important pour vous de savoir que vous pouvez, bon, a priori, faire confiance au conseil que vous allez recevoir et à la représentation qu'on va vous donner auprès de l'immigration, qu'on va faire pour vous auprès de l'immigration. Donc, voilà, ça vous rassure et ça vous protège. Voilà. Donc effectivement, comme le disait Philippe, méfiez-vous des règles de l'immigration parce qu'elles changent très, très, très régulièrement. Et ce que vous pouvez entendre, ce que vous avez pu entendre la semaine dernière peut ne plus être vrai aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui peut, dans une semaine, encore changer. Donc faites très attention et il faut toujours se renseigner avant de déposer sa demande de visa. Il faut toujours se renseigner jusqu'au bout pour être certain d'être bien dans les règles. Et surtout, ne pas se dire... une erreur qu'on voit souvent, ce sont des gens qui se disent mais c'est bon, moi j'ai toutes les années d'expérience, j'ai tout ce qu'il faut, et qui se disent mais c'est bon, c'est clair que je rentre dans les critères. Eh ben non, si c'est pas bien prouvé, si vous n'apportez pas les preuves noires sur blanc, l'immigration peut vous recaler. Donc nous, on est là justement pour vous aider à présenter un dossier le plus propre possible. Donc, effectivement, notre rôle à Julie ou à moi, quand vous vous mettez en contact avec nous ou quand on vous recontacte à la suite de votre demande de contact sur notre site ou par email ou téléphone, peu importe, en fait, nous, on est là pour déjà voir avec vous quel est votre projet, quelle est votre situation personnelle, professionnelle, diplôme, etc. Et en fait, on fait avec vous une étude de faisabilité où on va déterminer quelles sont vos options, quelles sont les difficultés potentielles, quelles sont les opportunités et grosso modo, quel type de critères il va falloir remplir. Enfin, c'est pas grosso modo, c'est quel type de critères il va falloir remplir. Par contre, ce qui est grosso modo au début de la conversation, c'est plutôt quel type de document il va falloir apporter. Parce que ça, en fait, on ne peut le confirmer que par la suite, au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Ensuite, on peut vous assister à pour constituer votre dossier
et vous représenter dans votre demande de visa. C'est-à-dire qu'on peut, soit c'est vous qui faites votre dossier et vous nous posez des questions et voilà, on met un contrat en place pour répondre aux questions. Soit en fait, vous nous demandez de prendre en charge votre demande et nous, on vous guide sur ce qu'il faut que vous nous donniez comme document, les étapes à remplir et ensuite, on prépare votre candidature, on la soumet et on vous représente jusqu'à la décision délivrée par l'immigration. Dans certains cas, on peut aussi vous aider à vous installer. Ça peut être le cas notamment de ceux d'entre vous qui ont des enfants qui iront à l'école. Ça peut aussi être sur des aspects plus administratifs, type ouverture de compte, compte en banque, comment on dit, le IRD, de taxe, voilà, numéro d'imposition en Nouvelle-Zélande, ce type de choses. Et oui, donc sachez que quand vous faites une demande sur notre site, quand vous remplissez votre formulaire de contact sur notre site internet, en fait, ce formulaire, il nous arrive à nous, à Julie et moi. Et en fait, on peut voir un peu ce que vous nous avez mis et ça nous permet déjà d'avoir une première idée de ce qui est réalisable pour vous ou des étapes par lesquelles il va falloir passer. Et ensuite, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de réserver une consultation avec nous pour pouvoir en discuter plus en amont, où on vous demande beaucoup plus de des questions personnalisées et on établit assez rapidement ce qui va être faisable et moins faisable. Alors, du coup, transition que je voulais faire absolument. Pour ceux d'entre vous qui vont à la base se dire moi, je vais venir en Nouvelle-Zélande idéalement pour travailler. Mais il y en a peut-être parmi vous qui vont essayer de trouver du travail et qui vont peut-être avoir du mal à le trouver, parce que ce n'est pas toujours simple de trouver un travail de l'étranger. Ou il peut y en avoir aussi parmi vous qui se disent en fait, j'aimerais bien venir en Nouvelle-Zélande et changer complètement de vie, changer complètement de carrière. Sachez que la Nouvelle-Zélande accepte très bien ça. On n'est pas obligé d'être toute sa vie dans la même carrière, c'est quelque chose qui est très très accepté. Et donc, à New Zealand Services, on va pouvoir vous aider et je ne vais surtout pas voler la vedette à Ariane, elle va vous en parler. Mais sachez que pour ceux d'entre vous qui coinceraient un peu au niveau du travail et qui seraient prêts à reprendre des études, faire des études en Nouvelle-Zélande, ça peut être un sacré sésame pour une installation à long terme. Ça vous offre plein d'opportunités par la suite. Ça a un coût et Ariane va vous en parler, mais ça peut être très intéressant. Donc pour les adultes, mais ça peut être aussi très intéressant pour vos enfants si vous souhaitez leur faire apprendre autre chose sur une autre culture et apprendre l'anglais. Sans plus attendre, je donne la main à Ariane. Merci beaucoup, Tatiana. C'était parfait. Alors voilà, moi je suis Ariane, je m'occupe un peu du secteur de l'éducation, plus jusqu'au niveau universitaire, et comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est Martine qui reprend après coup. Donc là, on va parler du pourquoi étudier en Nouvelle-Zélande et comment ça se passe. Je vais vous expliquer aussi que l'école est complètement différente, surtout les écoles primaires, etc., etc. Et que le niveau de la qualité d'études et de l'accessibilité aux professeurs, aux enseignants, etc. Et n'a rien à voir avec ce que vous pouvez potentiellement vivre en France. Donc, il faudra vous habituer à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles. Donc, j'ai tendance à toujours commencer, et je reviendrai d'abord, je suis très très mauvaise à suivre les slides, donc je vais essayer de suivre ce que Tatiana me met, et puis je vous rajouterai entre deux les anecdotes et les choses qui peuvent venir. Vous avez accès en tant qu'étranger à toutes les universités en Nouvelle-Zélande à partir du moment où vous avez un bac, une pré-formation, s'il y a besoin d'une pré-formation, mais aussi le fait de vouloir changer complètement. Je veux dire, de formation, c'est aussi quelque chose qui est possible et votre expérience peut compter. Donc, c'est vraiment à le voir. Les universités en Nouvelle-Zélande, il y en a principalement basées sur Auckland, il y en a 2, mais il y en a sur Christchurch, il y en a sur Wellington, et le niveau d'études est excellent. Par exemple, parce que ça vous changerait peut-être avec la France, mais l'université de Wellington est extrêmement spécialisée en biomarine et toutes ces choses-là, qui ont un lien avec la mer, si c'est des gens qui veulent se rapprocher de cet élément-là.
À partir du moment où vous avez un passeport français, que vous arrivez en Nouvelle-Zélande avec un départ dans les 3 mois, vous pouvez étudier sous un visa visiteur. Donc, vous n'avez pas besoin d'un visa d'étudiant. Si vous étudiez pour plus de 3 mois, à ce moment-là, vous aurez le droit de travailler aussi 20 heures par semaine. C'est intéressant pour les gens qui seraient un petit peu plus jeunes. Enfin, vous avez les adultes qui veulent reprendre des cursus universitaires. Alors là, bien évidemment qu'ils auront le droit de travailler, mais ils seront probablement beaucoup trop pris par faire leur master ou qu'ils n'auront pas le temps de travailler à côté. Je crois que j'ai aucun étudiant adulte que j'ai en tête qui aurait fait des études à un niveau master et qui travaillait à côté. Le visa d'étudiant est accessible à tout âge. Mon étudiant le plus mature avait 84 ans. Ça vous laisse de la marge quand même. On peut aussi, en fonction de ce qu'on a étudié à l'université, etc., passer sur un visa qui s'appelle après un Post-Study Work Visa de 3 ans. 3 ans. Ouais, j'ai un doute. Ouais, enfin, à l'époque, c'était encore 3 ans. Il faudrait voir après avec les études. Ça dépend. Ouais, ça dépend des diplômes. Oui. Ok, très bien. Merci. Tu fais bien de me surveiller. C'est très, très bien. L'intérêt aussi, effectivement, comme pour tous les visas, on s'occupe de toutes les démarches qui vont avec, mais ce n'est pas que sur les visas aussi. On a ma collaboratrice aussi, Martine, qui travaille avec moi, qui est spécialisée dans ce domaine. Une grosse partie de son travail, c'est de définir réellement la formation que vous voulez, que ça correspond à ce que vous voulez, d'accord? Potentiellement à l'université, qui serait meilleure par rapport à cette formation qu'une autre. Et elle s'occupe aussi de toute l'inscription à l'école qui se fait avec. Maintenant, si on parle de cette possibilité, c'est-à-dire une famille qui veut immigrer, je vais vous donner, c'est drôle, je vais vous donner l'exemple d'un client qui était notaire parisien sur le boulevard Haussmann, et puis qui, à l'époque où ils ont fait ça, il devait avoir 48 ans. Ouais, 48 ans, et il a décidé de changer de vie avec sa famille. Donc, il est venu en Nouvelle-Zélande, il a fait un master et maintenant ils sont installés, ils ont leur résidence, tout va bien. Mais c'était assez drôle de voir cette personnalité du notaire parisien en costume qu'on a rencontré moult fois à Paris et qui maintenant se retrouve en Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il n'a jamais mis un pantalon depuis qu'il est en Nouvelle-Zélande, il est toujours en short. Il est tatoué de partout et il s'épanouit comme jamais. Parfois, il part travailler, mais il a le canoë sur la voiture, et puis après son travail, il va faire un peu de canoë, etc., etc. Donc, ça change de vie. L'intérêt aussi de ça, si je prends cet exemple-là, c'est que lui, il a eu un visa d'étudiant et le Post-Study Work Visa qui suit derrière, ce qui a permis à sa femme d'avoir ce qu'on appelle un Open Work Visa. Et Tatiana, si je dis des bêtises, tu me rappelleras. Mais elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc, par exemple, alors elle a mis un peu de temps là en l'occurrence, mais elle a ouvert son petit café parce qu'elle pouvait faire ça avec le visa qu'elle avait. Et puis, les enfants deviennent à ce moment-là, en tout cas jusqu'à l'université, ne payent pas l'école. Donc, on paye très cher pour faire un master. Mais s'il y a des enfants qui sont derrière qui sont gratuits, qui ne payent pas par rapport à l'école, ça vaut la peine d'y réfléchir. Jusqu'au lycée, les enfants, oui. Y compris le lycée, voilà, y compris le lycée. Oui, mais pas l'université. Et attention, ça dépend du diplôme que le parent suit. Voilà, tous les diplômes ne permettent pas de sponsoriser la famille. Il faut un certain niveau de diplôme que l'on souhaite suivre en Nouvelle-Zélande pour pouvoir sponsoriser sa famille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quand on vous dit qu'il faut faire attention à votre situation, c'est typiquement cet exemple-là. Je veux dire, on parle de généralité, mais après, c'est vraiment du cas par cas. En l'immigration, il faut vraiment être pointu et pouvoir faire cela de manière correcte. Ariane, je me permets juste de t'interrompre 1 minute parce que j'ai réalisé que je n'ai pas du tout parlé d'âge, de notion d'âge. Et quand je t'ai entendu parler de ton homme de 84 ans qui était en visa étudiant,
Je voulais juste préciser quand même une chose, c'est que pour obtenir la résidence via le travail, donc ça s'adresse à tous ceux qui viendraient donc directement travailler et ceux qui viendraient étudier puis trouver du travail et donc devenir éligibles à la résidence, sachez qu'il y a quand même une limite d'âge pour pouvoir déposer un dossier de demande de résidence. Il faut avoir 55 ans jusqu'au dernier jour des 55 ans, la veille du premier jour des 56 ans. Donc, sachez quand même qu'il y a une limite d'âge pour obtenir la résidence en tant que travailleur. Ce n'est pas la même chose pour d'autres catégories, mais pour les travailleurs ou ceux qui vont avoir besoin d'un travail pour obtenir la résidence, la deadline, c'est 55 ans pour le candidat principal. C'est-à-dire que si le partenaire en a 68, ce n'est pas un problème. Mais il faut que le candidat principal ait 55 ans maximum. Voilà, je me tais maintenant. Non, tu ne t'es pas, j'aimerais te répondre à une de mes questions. J'avais souvenir, mais de nouveau, je peux me tromper, que pour le Working Holiday Visa, tu devais rentrer en Nouvelle-Zélande jusqu'à la veille de tes 31 ans. Et oui, c'est ça. c'est juste, c'est exact. Oui, okay. oui. Donc, enfin, on peut encore. Oui, alors la veille des 31 ans, mais aussi dans la limite de ce que le visa indique, de ce qui est écrit sur le visa, de la date limite d'entrée sur le territoire sur le visa. Voilà, c'est bien, on en rajoute des petits bouts. Allez, donne-moi le suivant. Merci. Alors nous, avec Nouvelle-Zélande Service, on s'occupe de tout ce qui concerne les études. Alors effectivement, on a tout ce qui est séjour linguistique. Et puis, les séjours linguistiques, en général, c'est quelque chose que vous connaissez en principe, c'est que vous allez dans une école de langue qui va accueillir des étrangers pour apprendre l'anglais. Alors nous, on est en contact avec beaucoup d'écoles de langue en Nouvelle-Zélande et on va vous conseiller fortement certaines écoles et d'autres. Je dis souvent que je ne mettrai pas mon poinçon, mon poisson rouge. Ouais, dans certaines écoles, enfin moi, il y a des écoles où, par exemple, qui n'ont pas de fenêtre. Je suis incapable de vous conseiller ce genre d'école. Enfin, il y a des choses qui, si moi, je ne pouvais pas y aller, je ne vous le conseillerais pas. Par contre, ça peut être aussi des histoires de région. Parfois, il y a des gens qui veulent étudier sur Auckland, il y a des gens qui veulent étudier beaucoup plus loin sur la campagne, que ce soit sur Queenstown, qui se rapproche terriblement bien de Tatiana, ou d'autres villes qui sont possibles. Oh, ça change aussi, et ça c'est merci Covid, que pas mal d'écoles ont fermé à cause de Covid. Ça a été quelque chose de difficile. Il y avait par exemple des écoles à Wellington, maintenant on en a retrouvé une qui vient de rouvrir. Il n'y avait plus d'école d'anglais à Wellington. Donc, c'est aussi des choses qu'on garde derrière nous. Vous pouvez faire des régions. Vous pouvez aussi faire 2 écoles différentes suivant la durée. Et de nouveau, avec un passeport français, pour moins de 3 mois, vous pouvez venir sur un visa visiteur. Vous n'avez pas besoin de demander un visa d'étudiant. Et le visa d'étudiant vous permet de travailler si c'est ça que vous voulez. Donc, les écoles d'anglais, je les choisis. On les choisit avec soin pour que ça vous convienne et que ça correspond à vos attentes, que ce soit le lieu, mais surtout la qualité de l'école. Autre chose à connaître aussi, c'est que, et ça c'est pour, alors soit effectivement des adultes qui peuvent faire un semestre d'école d'anglais dans une université néo-zélandaise pour arriver au niveau requis pour une formation, ou pas derrière. Et ce que j'essaye de faire aussi par rapport à ça, c'est de vous préparer à être dans un coin. Si vous avez des études universitaires à faire sur Auckland, je trouve que c'est bien d'étudier l'anglais sur Auckland, parce que ça vous permet de connaître le réseau, potentiellement de voir du travail que vous allez pouvoir continuer après, etc. Donc, on essaie d'être très pointu sur ce que vous voulez et où ça peut vous amener. On a besoin d'une vision un petit peu complète de ce que vous voulez et en fonction de ça, on va choisir. OK. J'aimerais juste, ouais, alors est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce que moi, je vais revenir, parce que je ne suis pas très sûre que ça en y revient. Tatiana, je vais revenir un coup, merci. L'autre solution que j'essaye de venir, non, on continue là. Voilà, merci. Ce que j'essaye aussi de proposer, c'est que parce que si vous envoyez votre enfant pour un séjour linguistique, OK, si je le mets dans une école d'anglais, suivant son âge, etc., il faut savoir que tous ses copains sont étrangers et par définition ne parleront pas très bien l'anglais, sinon ils ne seraient pas dans une école d'anglais. Okay. Donc, on a une troisième option qui est de dire on met votre enfant, on le remet
dans un collège, dans un lycée, en fonction de son âge, etc., etc. Et du coup, il se retrouve vraiment dans un système scolaire néo-zélandais dont il faut que je vous parle. Et puis, ses copains seront des néo-zélandais. Et on peut faire ça avec les écoles avec qui je travaille, pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, etc., etc. Donc, pensez à cette option parce que pour moi, elle est beaucoup plus favorable. Et j'ai pas mal de gamins français qui viennent pour 3 mois, 6 mois, et qu'ils arrivent à insérer ça dans leur cursus. Tatiana, je sens que tu veux dire quelque chose. Non, moi j'avais cru. Pardon. Et sachez aussi qu'on peut les inscrire à l'école. Ils peuvent commencer n'importe quel lundi de l'année et le faire. Et pour la durée que vous décidez, avec, si c'est plus de 3 mois, avec la demande d'un visa. J'aimerais aussi, parce que ça, on ne l'aura pas tout de suite, je ne suis toujours pas au stage, Tatiana, parce que je suis une causeuse. Sachez aussi juste comment ça fonctionne l'école, parce que je suis très attachée à ça. L'école en Nouvelle-Zélande est obligatoire à partir de 6 ans. En France, si je ne m'abuse, c'est 3 ans, donc c'est autre chose. Mais la coutume veut, et vous n'êtes de nouveau pas obligé si vous venez en famille, etc., que votre enfant commence le lendemain de ses 5 ans parce que c'est un cadeau. Donc l'état d'esprit est complètement différent. Le gamin qui a ses 5 ans, qui a son petit uniforme, son sac à dos et qui part à l'école, il est déjà fier comme Artaban et très content d'aller rejoindre ses copains. École qu'il aura pu visiter avant, école qui est accessible aux parents quand vous voulez. Donc il y a une ouverture qui est complètement différente. Et après, tout au cours de sa formation, votre enfant aura 6 matières. Vous en avez probablement beaucoup plus en France. 6 matières. Et à partir de 14 ans, l'enfant choisit 2. À partir de 16 ans, il choisit toutes ces matières. Donc, quand vous voyez un lycée en Nouvelle-Zélande, potentiellement, aucun enfant a le même programme. Alors, ça paraît bien évidemment qu'il y en a qui est, mais l'adaptation à l'enfant, l'enfant, c'est le centre. C'est vraiment, vraiment le centre. Okay. Et moi, je vois avec mes étudiants internationaux, plus le suivi, tout ce qui est derrière, les questions qui sont résolues, l'accessibilité aux professeurs, l'accessibilité au département international. Pensez-y quand on vous envoie quelqu'un, je ne sais pas si vous avez envie d'envoyer votre fille, votre fils pour 3 mois dans une école ou pour 1 mois, pensez à cette formule-là juste parce que l'intégration est différente et permet d'avoir des copains. L'école fournira un copain, un mate, quand il arrivera, qui lui permettra de le guider, de savoir où il devra le faire. Et pour les logements, on part sur des familles d'accueil qui sont qu'on demande en fonction des écoles. C'est les écoles qui nous fournissent ces familles d'accueil. Donc, ils ont l'expérience. Ces familles d'accueil sont, et je ne sais toujours pas comment on dit ça en français, peut-être que Tatiana le saura, mais elles sont elles sont vérifiées, casier judiciaire, etc., etc., tout ce qui suit derrière. Donc, il y a un vrai suivi par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous nous contactez, qu'on discute. Et en général, c'est tout ce que je fais. Je commence par un premier entretien aussi qui permet de discuter de votre situation et de ce que vous voulez faire avec vos enfants. C'est bon. Je te laisse aller sur la suivante. Alors, on a aussi un programme de stage qui peuvent être mis en place. On travaille avec un partenaire qui est spécialisé dans ce domaine. Donc, il peut aller faire un stage allant de 3 à 6 mois, un placement qui soit ciblé par rapport à une entreprise. On peut vous aider par un tuto pour la demande de visa ou, bien évidemment, qu'on vous aider à le faire si c'est des choses qui sont plus pointues. Le niveau d'anglais est aussi important, donc sachez-le, les stages ne sont pas rémunérés, ça ne le sera pas comme ça. Alors oui, si vous avez tout ça va être fait, toute la liste que vous avez de va être fait par notre partenaire. On va fournir aussi un welcome pack. On est bien évidemment sur place s'il fallait intervenir, même si on est un peu parfois dispersé, mais on a du monde toujours sur place sur ce qu'il faut être fait. Donc, pensez-y à ces stages. Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose sur les stages et les visas de stage, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, très brièvement, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, mais oui, de manière générale, on a souvent des gens qui nous approchent en nous demandant s'ils peuvent utiliser un Working Holiday Visa pour venir faire un stage, et on dit, oula, essayez d'éviter ce scénario, parce que ce serait dommage de gâcher le droit unique à avoir 1 an de visa libre
pour ne venir que pour juste quelques mois et être cantonné à un poste en particulier, enfin un stage en particulier. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a en fait, il y a un visa qui existe spécifiquement pour les stages. Voilà. Mais on va peut-être avancer. Oui. Donc, de nouveau, notre mission, c'est de vous écouter. Vous venez avec votre projet. Honnêtement, parfois, vous repartez avec le nôtre parce que vous ne connaissez pas toujours les portes d'entrée et de ce qu'il en est. Donc, on est vraiment en train de discuter de votre projet, de le faire sur mesure, que ce soit la partie anglais ou études secondaires ou même primaires avec moi et études supérieures avec Martine. On peut aussi vous offrir un accompagnement dans vos démarches, une assistance s'il y avait quelque chose de particulier avec l'un ou l'autre, on est sur place, on peut le faire. Visiblement, on peut demander à Tatiana ou à Julie de faire les visas quand il y en a besoin. On a aussi, parce qu'à partir d'un certain âge, s'il n'y a pas d'adulte sur place avec l'enfant, ce qui arrive très très souvent, les écoles vont nous demander d'avoir un guardian, quelqu'un qui est un petit peu responsable s'il y a quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on peut vous offrir aussi. Donc, sachez-le. Mais on est voilà, très branché sur votre projet et ce qui peut être mis en place. Merci. Ouf. Merci Ariane. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la section d'après? On verra si après il y a des questions qui sont un peu plus spécifiques, mais de nouveau, on ne répond pas de manière spécifique, on va répondre de manière générale. Je vois que Marion veut dire quelque chose. Oui, c'était par rapport justement à l'intervention d'Ariane sur l'éducation en général. On a une question d'Aurélien, peut-être on y répond tout à l'heure. C'est pour un projet en famille, voilà, et l'adaptation des jeunes enfants. Je sais que c'est voilà, ta spécialité aussi. Voilà, t'accompagnes les familles et les enfants. Donc, comme tu le souhaites, Ariane, est-ce que tu souhaites répondre puisqu'on était sur cette partie ou on avance et on reprend toutes les questions à la fin? Je crois qu'on peut répondre hyper rapidement. Hein. Ouais. Ariane, est-ce que vas-y, Ariane. Les retours d'expérience sur l'adaptation? Ouais. Non, très très bien. Les enfants, c'est très très vite. C'est les parents qui arrivent et qui sont inquiets. Honnêtement. Les gamins, ils arrivent dans les... Je ne sais pas quels sont les âges des enfants dont tu parles, Marion, mais honnêtement, ils s'intègrent à 5 et 8 ans. Ben voilà. En plus, ils sont dans la même école au départ, pas dans les mêmes classes, bien évidemment. Le travail n'est pas les mêmes. L'école aussi, les horaires sont quand même relativement courts, enfin, donc ça va aussi plus vite. Jamais eu de souci d'adaptation en tant que telle. Une école, là, je prends juste déjà pour vous dire, une classe, moi quand j'amène les parents, ils veulent tous y retourner à l'école, hein, c'est clair. Mais une classe primaire, on a des enfants qui sont couchés par terre parce qu'ils sont en train de travailler et ils sont couchés par terre. Il y en a qui sont sur des choses et autres parce qu'ils préfèrent. Il y en a qui sont sur des poufs. Mais l'école assise derrière des sièges où on a aligné comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'école, c'est fait en fonction de l'enfant, en fonction de ce qu'il a besoin et de ce qu'il est. L'enseignement ne sera pas le même non plus dans une classe. Je discutais avec et Tatiana, je m'arrête après, je te promets. Je discutais avec un directeur d'école à un moment donné où 15 des étudiants qui avaient 16 ans dans son collège recevaient des cours de niveau universitaire sur une matière parce qu'ils étaient particulièrement brillants. Donc, on ne va pas les laisser végéter, on va adapter l'enseignement à l'enfant, vraiment. Et je sais que ça paraît être un truc un peu foufou quand on parle à des Français de ce genre de choses. Je vous assure, c'est vraiment ça. Et la maman Tatiana d'à côté peut le dire. Non, c'est exact. Je pense que les enfants en Nouvelle-Zélande, généralement, ça respire quand même le bonheur. Hein. Ils sont pas malheureux ici. Hein. Ouais. Et sur ce, si je n'ai pas répondu à la question, cette personne peut me contacter et on fait un WhatsApp. C'est bon? WhatsApp, je n'ai pas bien pigé. C'est juste pour dire que si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire. Vous nous contactez par email, par exemple. Ok, on va avancer parce que ça fait déjà 1h15 que nous sommes là. Oui, donc merci beaucoup Ariane. Donc effectivement, ce projet d'éducation concerne à la fois les familles qui ont de jeunes enfants et qui souhaitent leur offrir
une opportunité à l'étranger. Ça peut être aussi pour vous, en tant qu'adulte, pour faire un projet de reprise d'études ou de complément d'études pour accéder éventuellement à la résidence plus rapidement. Augmenter vos chances. Et ça peut être aussi pour des gens qui, par exemple, essaient de trouver du travail en Nouvelle-Zélande, qui n'y arrivent pas et qui, du coup, s'orientent sur la piste des études pour pouvoir s'intégrer un peu plus facilement et avoir le sentiment d'avoir moins de barrières. Et ce n'est pas juste un sentiment, c'est aussi une réalité. Voilà, donc rappelez-vous juste que dans le cadre du travail, pour obtenir la résidence, la deadline, c'est le dernier jour des 55 ans. Donc, ça peut être intéressant de le savoir si vous êtes, par exemple, à 50 ou 52 ans et que vous voulez reprendre des études. Il va falloir viser des études qui soient assez courtes pour pouvoir être dans les temps pour obtenir la résidence. Donc, le Working Holiday Visa, là, on est sur une autre catégorie de personnes. On est donc souvent des jeunes travailleurs ou des jeunes qui ont juste fini leurs études ou qui n'ont pas encore fait d'études ou qui font une pause dans leurs études. Et là, vous voulez venir découvrir une autre région du monde. Eh bien, vous pouvez venir en postulant pour ce qu'on appelle un Working Holiday Visa ou PVT, Permis Vacances Travail. C'est une candidature pour un visa qui est quand même relativement simple et qui vous permet de venir jusqu'à 1 an pour travailler et prendre des vacances en toute liberté. Les seules limitations étant vraiment que tout ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de prendre un emploi qui soit permanent, donc en CDI, et vous ne pouvez pas non plus faire de travail illégal. Hein, ça semble normal, mais je le dis quand même. Et puis, évidemment, il faut avoir 30 ans maximum à la candidature et 31 ans en Nouvelle-Zélande. C'est une excellente opportunité pour vous pour booster votre anglais si vous avez envie de développer cet aspect-là et effectivement de découvrir une autre culture avant de revenir en Europe potentiellement. Je voulais ajouter au niveau des Working Holiday Visa, c'est aussi un vrai tremplin pour les gens qui veulent immigrer en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est exact. Et il faut le préparer un peu en amont parce que trouver du travail en Nouvelle-Zélande, c'est assez facile, mais trouver un travail qui vous permettra de rester en Nouvelle-Zélande par rapport aux compétences et à l'expérience que vous avez déjà acquis, ça vous demande des fois de passer un peu plus de temps pour chercher du travail. Donc, il faut le préparer financièrement en amont et pas arriver avec le minimum qu'on vous demande pour venir en Working Holiday Visa. C'est d'avoir un peu plus d'argent qui vous permettra d'avoir le temps de chercher le travail qui vous permettra de rester en Nouvelle-Zélande. Voilà. Oui. C'est Oui. je voulais mettre. Non, mais c'est vrai, c'est pour ceux effectivement qui souhaitent vraiment utiliser ça comme un tremplin, effectivement, et qui veulent prendre leur temps pour trouver quelque chose, qui puissent ensuite utiliser pour garder un visa de travail, enfin avoir un nouveau visa de travail, donc l'Accredited Employer Work Visa dont je parlais auparavant. Effectivement, ça peut être important. Je suis juste en train de penser qu'il y a un aspect que je n'ai pas du tout couvert dans l'Accredited Employer Work Visa, c'est que contrairement au Working Holiday Visa, là, pour être éligible à l'Accredited Employer Work Visa et donc aussi à la résidence, il est très important de pouvoir prouver qu'on est compétent pour le poste. Alors que là, sur le PVT, on n'a pas besoin pour obtenir le visa de prouver quelques compétences que ce soit. Mais donc sur une immigration où vraiment on souhaite s'installer via le travail, il faut pouvoir prouver qu'on est compétent, donc soit par des diplômes, soit par des expériences professionnelles en rapport avec le poste visé. Bon, ça c'était un aparté, j'aurais dû en parler auparavant et je ne l'ai pas fait, donc j'en profite pour le glisser là. Mais sachez que pour le PVT, il n'y a pas de condition de diplôme ou d'expérience professionnelle du tout. Il y a d'autres conditions, mais pas celle-là. Oui, bah voilà, donc venir en PVT, ça vous permettra de rencontrer plein de monde, de découvrir plein de choses, de faire un travail que vous n'aviez pas forcément l'habitude de faire auparavant et de tâter un peu le terrain pour voir comment est-ce que vous pourriez rester. Donc, en comprenant un peu mieux les règles une fois que vous serez un peu frotté à l'immigration. Ça vous donnera un peu plus d'assurance et voir un peu ce que vous pouvez faire en termes de travail ou d'études potentielles. Donc, c'est un visa qui est valable jusqu'à 1 an, éventuellement renouvelable 3 mois dans certaines circonstances.
Nous offrons un pack pour vous accompagner si vous êtes un peu angoissé à l'idée d'arriver dans ce pays à l'autre bout du monde. On peut vous accompagner, en fait, être présent avec vous sur vos premiers, enfin pas sur vos premiers jours, mais on vous présente des informations qui vous seront très utiles pour démarrer. Donc dans l'aspect administratif, où trouver un logement, où aller, etc. Carte de téléphone, etc. Ce pack d'ailleurs, le pack Kia Ora, est disponible sur notre boutique en ligne sur le site internet. Voilà. Et au passage, tant que je suis sur la boutique en ligne, sachez que vous trouverez aussi mes services à moi d'assistance sur la partie recherche d'emploi. Attention, on ne propose pas d'emploi. Nous ne sommes pas des recruteurs, mais on peut vous aider à peaufiner votre projet de candidature, que ce soit CV, entretien, etc., comme j'en ai déjà parlé auparavant. Et on peut éventuellement vous mettre en contact quand on a des contacts dans votre domaine avec d'autres personnes qui sont déjà passées par ce que vous faites ou même des agences de recrutement éventuellement. Mais attention, ce n'est pas le loto, hein. On n'offre pas d'emploi. Il faut quand même que vous cherchiez le travail vous-même. Alors, le télétravail, oui, vas-y. Pardon, Tatiana. Je voulais juste revenir un instant sur le Working Holiday Visa, le PVT, et de profiter peut-être de l'expérience de Chloé, notre collègue, si elle veut bien dire quelques mots. Si Chloé, tu es là? Oui, ça y est. Si tu veux nous dire un petit peu ton retour d'expérience sur les différents jobs que tu as pu expérimenter, ce que ça t'a apporté, et puis comment, lors de ton retour en France, tu as pu mettre tout ça en valeur en quelques mots. Je vais aller vite pour pas qu'on prenne trop de temps, mais pour tout ce qui va être côté liberté, je trouvais ça bien parce que c'est bien de voyager dans le pays, on peut faire des road trips, etc. Mais on peut aussi faire plusieurs allers-retours dans d'autres pays qui sont à côté. Donc moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'aller en Polynésie ou à Bali. Donc c'est quand même assez intéressant pour une première expérience en Nouvelle-Zélande. Pareil pour le travail. Il y a la possibilité de faire les 12 mois chez le même employeur. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je sais que dans le secteur de la restauration, quand il y a vraiment un bon travail, une bonne motivation, souvent les employeurs, c'est ce qui est arrivé à plusieurs de mes collègues, proposent un visa sponsor, donc du coup de switch sur un autre visa pour pouvoir rester en Nouvelle-Zélande et faire les 5 ans et avoir le visa résident. Donc c'est quand même assez intéressant. Il y a une liberté sur plusieurs jobs et secteurs d'activité. Et quand je suis revenue, j'ai eu la chance en Nouvelle-Zélande d'avoir un poste assez important qu'on ne donne pas forcément la même chance en France, je trouve, hein. Après, c'est que mon humble avis. Mais j'ai pu être manager d'un restaurant assez rapidement et on m'a donné ma chance. Et en fait, là-bas, comme disait Tatiana, il n'y a pas forcément besoin de diplôme, d'expérience vraiment prouvée. C'est plus la motivation, ça se joue vraiment sur la motivation. Et du coup, j'ai pu réaliser cet emploi et acquérir de nouvelles compétences et du coup les mettre sur mon CV quand je suis revenue en France. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, Chloé. C'est exactement le ressenti qu'on a. Top, merci. Ok, ah oui, alors télétravail. Alors, télétravail, sachez que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril, au mois de mai, on n'avait techniquement pas le droit de travailler depuis la Nouvelle-Zélande pour un employeur étranger. C'est-à-dire, par exemple, on n'avait techniquement pas le droit de venir en Nouvelle-Zélande et continuer son emploi qu'on a en France à distance. Sauf que bon, maintenant avec Covid qui est passé par là et quand même le fait qu'on soit passé à l'ère du digital, et bien maintenant quand on vient sur un visitor visa, donc quand vous venez soit avec le visa waiver en étant français, vous avez le droit de venir jusqu'à 3 mois comme Ariane l'a évoqué,
jusqu'à 3 mois sans même postuler pour de visa à l'avance, mais en fait, on vous tamponne un visiteur visa à l'arrivée si vous êtes éligible. Ou si vous postulez pour un visiteur pour venir en Nouvelle-Zélande et que vous voulez venir un peu explorer la Nouvelle-Zélande, voir un peu comment ça se passe ici, eh bien, sachez que vous pouvez conserver votre emploi à l'étranger, ou si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez conserver votre clientèle à l'étranger, donc en France ou ailleurs, hein, n'importe où dans le monde, et continuer votre travail à distance. La condition très importante étant que vous ne pouvez pas du tout faire de travail pour un employeur néo-zélandais sur un visitor visa. C'est-à-dire que même un client néo-zélandais, si vous travaillez en B2C, donc de personne à personne, ça, ce n'est pas du tout possible avec des clients donc néo-zélandais ou des employeurs néo-zélandais. Mais vous pouvez très bien envisager de venir, par exemple, 6 mois de vacances en Nouvelle-Zélande. Par exemple, là, en ce moment, c'est la saison de ski qui va bientôt démarrer dans ma région. Vous pourriez venir skier pendant la saison d'hiver avec un visa de visiteur pendant 6 mois et continuer votre travail à distance pour un employeur ou des clients étrangers. Donc ça, c'est nouveau. Alors, effectivement, on a un slide dessus. J'aurais peut-être pu aller sur le slide. Mais en gros, tout ce qui est sur le slide, c'est ce que j'ai dû dire. Voilà. Donc, voilà. En gros, tout ce que j'ai dit est sur la slide. Le business. Philippe, est-ce que tu présentes le business ou est-ce que je le fais? Tu peux le faire. Je te remets la partie, là. Je te remets la partie. Ok, alors le business. New Zealand Services, on peut aider aussi ceux d'entre vous qui êtes intéressés par l'entrepreneuriat en Nouvelle-Zélande. C'est valable pour les gens de tout âge, hein, mais quand même plutôt pour ceux qui ont de l'expérience déjà en entrepreneuriat ou en tout cas sur des postes de senior leadership. Base Country pour business, oui, comme je l'ai dit plusieurs fois, la Nouvelle-Zélande est un endroit qui est vraiment très simple. C'est vraiment très simple de créer une entreprise en Nouvelle-Zélande. Les démarches sont extrêmement simples. Donc, c'est un endroit qui est vraiment idéal pour démarrer une entreprise ou reprendre une entreprise. On a un relativement bon taux de croissance. La transparence en Nouvelle-Zélande est très importante. Il n'y a pas de corruption. Ça, c'est vraiment quelque chose que la Nouvelle-Zélande combat absolument. La fiscalité est très intéressante. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne peux pas faire de conseil financier. Mais la fiscalité est plus intéressante en Nouvelle-Zélande que ce qu'on peut connaître en France. Notamment, et aussi, elle est beaucoup plus simple à comprendre. On n'a pas des charges dans tous les sens comme ce qu'on peut connaître en France. On a 2 impôts, en gros, et ça s'arrête là, à des taux qui sont tout à fait compétitifs par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Et voilà, stabilité, j'ai parlé blanchiment, etc. Voilà, donc pour créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, en fait, déjà, il faut avoir un certain statut. Généralement, il faut être déjà résident ou citoyen ou alors avoir postulé pour un visa qui vous permette l'entrepreneuriat en Nouvelle-Zélande. Et certains visas vous permettent aussi de faire de l'entrepreneuriat quand ce sont des visas, de l'auto-entrepreneuriat quand ce sont des visas de travail ouverts. Et c'est le cas notamment des visas de partnership, c'est-à-dire le partenaire de quelqu'un, donc les gens qui sont en couple, le Working Holiday Visa et certains autres visas. Ensuite, donc le visa entrepreneur aussi. Alors attention sur ce visa-là, pour ceux d'entre vous qui se diraient oui, je vais créer une entreprise et je vais postuler pour le visa entrepreneur et ça va être génial. En fait, figurez-vous que c'est une candidature qui est extrêmement compliquée et qui est très souvent recalée parce que, je crois qu'on en parle un peu plus tard dans une autre slide, mais ça demande un projet innovant avec une capacité à l'export et à forte croissance qui est vraiment pas toujours simple à remplir, en plus d'autres critères.
Si vous êtes en dehors de la Nouvelle-Zélande, que vous n'êtes pas forcément intéressé dans l'immédiat à un projet d'immigration, mais que vous voulez quand même créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, c'est possible à condition de nommer un directeur sur place qui, lui, soit ou elle, soit éligible à être directeur en Nouvelle-Zélande. Alors, sachez que nous, à New Zealand Services, donc en particulier Philippe et moi, on peut vous assister si vous avez un projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit juste de l'investissement, donc vous voulez investir en Nouvelle-Zélande et racheter ou créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, ou si vous voulez utiliser un projet entrepreneurial pour immigrer, on peut vous assister, donc à la fois pour déterminer avec vous quel type de projet entrepreneurial peut rentrer dans ce que vous voulez, ce à quoi vous voulez aboutir. Et on peut aussi vous assister avec un certain nombre de partenaires professionnels avec lesquels on travaille, à la fois pour identifier des opportunités dans le secteur qui vous intéresse ou dans les secteurs qui vous intéressent, et aussi pour avoir les conseils appropriés en termes légaux, financiers, logistiques, etc. Comptables, taxes, etc. Alors là, on fait un petit zoom sur le visa entrepreneur. Donc, bon, j'ai déjà un peu dit qu'il y avait des critères très prohibitifs. Donc ça, c'est vraiment un visa pour ceux d'entre vous qui souhaitent soit acheter, soit reprendre une entreprise qui existe déjà et qui permet, en fait, quand le projet est éligible et quand vous êtes éligible en tant qu'individu ou famille, vous commencez par, en fait, si l'immigration accepte votre projet, vous commencez par un visa de travail et ensuite, si vous remplissez, si le business plan est réalisé dans la forme que vous aviez soumise à l'immigration, vous pouvez prétendre à la résidence, alors parfois au bout de 6 mois ou sinon généralement après 2 ans. Généralement, il faut investir un minimum de 100 000 $ néo-zélandais dans l'entreprise et donc présenter d'où viennent ces fonds à l'immigration dans votre projet. Il faut généralement avoir quand même une expérience dans l'entrepreneuriat et de toute façon, nous, on ne va jamais vous conseiller de vous lancer dans l'entrepreneuriat si vous n'avez zéro expérience en senior management ou en entrepreneuriat, parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça de gérer une entreprise, mais si en plus vous gérez une entreprise dans un pays qui est nouveau, ou si vous le faites à distance, c'est la voie directe vers la catastrophe. Donc, il vaut mieux avoir une expérience en entrepreneuriat. Et comme je vous l'ai dit auparavant, il faut que le projet soit innovant et prometteur si vous voulez avoir une chance que le business plan soit accepté par l'immigration. Ensuite, si tout ça, ça rentre à peu près dans les critères de l'immigration, alors sachez qu'il faut aussi que vous soyez capable de remplir 120 points sur l'échelle de l'immigration. Cette échelle est disponible sur le site de l'immigration en fonction de votre âge, de votre seniorité dans le travail, du projet, du chiffre d'affaires prévu, du nombre de postes prévus de recrutement, du montant d'apport que vous allez mettre dans l'entreprise, etc., etc. Je vous préviens tout de suite, c'est une catégorie très compliquée qui est en ce moment en phase de revue par l'immigration parce que ce n'est pas vraiment une option pérenne dans la plupart des cas. Donc, comme l'idée quand même de la Nouvelle-Zélande est quand même de rester dynamique et d'attirer des talents et des capitaux en Nouvelle-Zélande et de développer la Nouvelle-Zélande sur la scène internationale, l'idée c'est quand même de revoir cette catégorie de visa qui, pour l'instant, n'aboutit pas à grand-chose et qui pourrait rapporter beaucoup plus à la Nouvelle-Zélande si elle était reformulée. Je peux intervenir 2 secondes, Tatiana, Vas-y. simplement. On a eu pas mal de gens qui nous ont contactés sur le visa entrepreneur Work Visa. Et en fin de compte, la plupart de ces gens-là sont repartis faire des études en Nouvelle-Zélande qui leur permettaient d'avoir une nouvelle approche de leur visa. Et c'était beaucoup plus facile pour eux ensuite de s'installer en Nouvelle-Zélande via ce visa-là. Et comme je disais tout à l'heure, le fait d'apprendre, de retourner à l'école permet aussi d'appréhender la Nouvelle-Zélande de façon beaucoup plus sereine parce qu'on commence à étudier, mais on a aussi tous les alentours qu'on peut appréhender aussi, plutôt que de lancer tout de suite dans le business où on a à la fois à apprendre un business, à apprendre un nouveau pays, des us et coutumes et ainsi de suite. Voilà. Donc, Oui. les études sont aussi une alternative à ce visa-là. Oui, c'est exact.
Alors là, en fait, je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur la catégorie de l'Active Investor Plus Visa parce qu'il est quand même déjà très tard et en plus, je pense que ça va probablement pas parler à grand monde. Mais il y a une autre catégorie de visa dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est pour les investisseurs qui peuvent investir jusqu'à minimum 5 millions de dollars néo-zélandais sur une durée de 3 ans minimum ou 10 millions de dollars néo-zélandais sur 5 ans dans différents types d'investissements qui sont écrits là à l'écran, mais je vais juste passer très vite sur cette slide parce que je pense qu'il est temps que nous concluions, que nous fassions la conclusion. Conclusion. Bon, je pense que dans l'ensemble, j'espère que vous aurez compris au travers de nos interventions que donc nous sommes là pour vous accompagner dès le départ, quel que soit le projet. Vous avez donc différents individus dans l'entreprise. Vous avez Julie Lefebvre d'ailleurs qui est à l'écran et je sais qu'elle est en ligne. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle est en ligne, qui est aussi en Nouvelle-Zélande en ce moment au passage. Donc Julie est là aussi pour vous accompagner sur vos projets d'investissement en Nouvelle-Zélande. Vous avez Ariane et Martine sur les aspects études, que ce soit pour des adultes ou pour les enfants. Et vous avez Julie et moi en tant que qui sommes là pour les aspects juridiques liés au visa. Et puis moi aussi qui peux vous aider sur les aspects recherche d'emploi. Donc, vous avez vraiment une présence sur un peu tout. Et évidemment, aussi, ce que Julie Lefebvre peut faire pour vous aider, c'est vous aider sur les aspects administratifs. Quand on arrive en Nouvelle-Zélande, quelles sont les premières démarches administratives à faire? Donc, nos professions sont... Alors, les professions de conseiller en immigration et financier sont réglementées. Donc, vous êtes protégés dans ce cadre et ça vous assure un certain professionnalisme. Et comme vous avez pu le voir, nous sommes une entreprise familiale et nous avons tous de très bons rapports. Donc, jeune et dynamique. Donc, vous voyez que voilà, c'est une entreprise vivante et qui a vraiment votre intérêt à cœur. On peut, j'ai déjà dit tout ça, je ne vais pas le répéter. Ah oui, et puis s'il y a un point important, c'est qu'on a effectivement un réseau de partenaires qui est très important. Donc, je viens juste de l'évoquer sur les parties entrepreneuriat, mais on a aussi évidemment, grâce à Martine et Ariane, toute la partie institut de formation, université, etc. Et puis, on a des partenaires dans d'autres domaines, à droite, à gauche, pour nos métiers, des traducteurs, par exemple, etc. Voilà. J'avoue que je commence un peu à être fatiguée à 9h30 du soir. Et voilà nos contacts. Si vous souhaitez nous contacter, je pense que peut-être certains d'entre vous ont des questions à nous poser. Je vais laisser Marion reprendre la main là-dessus. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci Tatiana, merci Ariane, merci Philippe pour toutes ces informations, tout cet enthousiasme que vous transmettez sincèrement et dont on profite, même nous, ici au service mobilité internationale. À chaque fois, c'est un plaisir de vous écouter. Et à chaque fois, enfin en tous les cas, moi j'ai envie d'aller découvrir la Nouvelle-Zélande. Ça me fait rêver et notamment sur les sujets d'éducation, en tous les cas, tout particulièrement. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a des retours super positifs. Merci, donc, merci à tous. J'ai quelques questions à vous poser, bien entendu. On a le temps. Si c'est OK pour toi, Tatiana, encore quelques minutes. Oui, tant que je ne m'endors pas. OK. Tant que je ne m'endors pas, ça va. Quand je bute un peu sur les mots, c'est que je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Bon, super. Alors, on y va. Il y avait des questions. Il y avait une question spécifique concernant les infrastructures logistiques, un secteur d'activité spécifique. Il y a une question qui nous est posée qui disait la Nouvelle-Zélande dispose d'infrastructures logistiques assez importantes avec un pourcentage de 15% du PIB lié à l'export. Pourquoi il n'y a pas plus de demandes dans ce secteur? À quel niveau? Des secteurs, au niveau des opportunités. C'est un secteur qui recrute, tout dépend le niveau de recrutement que vous recherchez. Il y a des postes qui vont permettre de pouvoir immigrer. Et il y a d'autres postes. Et à un moment donné, on avait des postes de chauffeur routier.
pendant quelques années, même il y a eu un visa qui s'est fini, je crois, l'année dernière, où on cherchait des chauffeurs routiers. Et le fait d'être chauffeur routier permettait de pouvoir immigrer en Nouvelle-Zélande et d'obtenir la résidence. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'immigration adapte les règles en fonction des demandes. S'il y a des demandes de chauffeur routier, il y aura un accès à la résidence plus simple. Si là, les jobs de chauffeur routier ont été comblés, ben, on change la catégorie. Et là, pour l'instant, c'est en fonction vraiment, l'immigration en Nouvelle-Zélande s'adapte de façon pragmatique aux circonstances économiques en temps réel. Voilà. Parfait. C'est très clair, merci. Et sur un autre secteur bien différent, il y a une personne qui a demandé s'il y avait des besoins sur la profession de formateur, formatrice en entreprise, en salarié ou en freelance. Voilà. C'est une question un petit peu. Il peut y avoir pas mal il peut y avoir des besoins spécifiques. Je sais qu'à un moment donné, il y avait SAP qui faisait des programmes de recrutement pour des consultants spécialisés dans le logiciel SAP, qu'on s'appelle je ne me rappelle plus le nom, comment ça s'appelle ce logiciel-là, quoi, en ERP, pardon. Et donc là, il peut y avoir des besoins spécifiques de formateurs. Il n'y a pas forcément d'entreprise globale de formation, à ma connaissance, à moins que Tatiana, tu connaisses des entreprises globales de formation qui font de la formation. C'est beaucoup d'intervenants spécifiques, des consultants spécifiques qui sont payés à la mission et pas forcément des grosses entreprises de formation qu'on peut connaître en Europe. C'est ça, on peut trouver, oui, aussi bien des petits cabinets qui sont spécialisés dans les formations que des grosses usines à gaz, comme on peut connaître en Europe, qui ont des consultants en formation. Donc, pour répondre vraiment directement à la question, non, formateur en entreprise ne rentre pas dans la green list. Voilà. Mais oui, il peut y avoir des opportunités. Parfait. Ouais. Merci pour cette précision. Ouais. Marion, il y a une question qui me semblait être intéressante. Là, j'en vois une. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a une limite d'âge sur le visiteur visa pour faire du télétravail. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que là, ça peut parler à beaucoup de monde. Merci Audrey. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Attends, c'est pas Audrey. C'est Audrey. Il n'y a pas de limite d'âge à condition que vous puissiez obtenir un visiteur visa, que votre situation personnelle vous permette d'obtenir un visiteur visa. Il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Donc, vous pouvez venir, vous pouvez avoir 60 ans et avoir envie de profiter un peu de la vie et travailler pour la France, mais à distance, et venir skier, c'est pas un problème. Ou surfer à Raglan. Vous pouvez venir à condition d'être éligible à un visiteur visa. Pas de limite. Mais globalement, en tant que Français, sur la passeport français, on fait partie des pays qui sont dispensés de visa, de demande de visa. Oui. Donc, oui, mais pour 3 mois. Voilà, 3 mois, il faudra. Si c'est plus de 3 mois, il faudra faire demande de visa. Oui. Et puis alors, pour le coup, il y a quand même une limite de temps. C'est effectivement la question secondaire d'Audrey. Sur un visiteur visa, il y a quand même une limite de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir de manière illimitée en Nouvelle-Zélande. Je ne vais pas les dire comme ça en visio parce qu'en fait, chaque situation peut être différente. Mais il y a un critère de temps où on ne peut pas être... voilà, on peut être en Nouvelle-Zélande sur un visiteur visa pour une certaine durée qui n'est pas illimitée. Voilà, de plusieurs mois, mais ça s'arrête là. Je ne vais pas me lancer dans le nombre de mois maintenant parce que les gens ne vont pas comprendre ce que je veux dire et les gens vont croire que ce que je dis est correct alors que ça peut ne pas être correct pour eux. Donc, je ne vais pas le dire. Je dis juste plusieurs mois éventuellement. Ça s'arrête là. Bien. Et justement, aussi par rapport aux questions des secteurs d'activité, où est-ce qu'on peut trouver la liste complète des métiers en tension en Nouvelle-Zélande, la Green List, justement, est-ce que... Oui, on peut la trouver sur le site de l'immigration. Il suffit d'aller sur le site de l'immigration et de regarder, par exemple, sur... alors, je ne sais plus s'il y a... Moi, j'ai un lien, évidemment, sur mon Google, là. J'ai un lien spécifique, mais sinon, on peut la trouver indirectement en tapant Green List dans le site INZ. Voilà, parfait. Et il y a une question sur le système de santé sur place. Est-ce qu'il est simple d'accès ? Et une deuxième question toujours d'Arlette qui demande si c'est possible de vivre sur place sans véhicule.
Les transports en commun sont pour le système de santé, je vais répondre pour le système de santé par rapport à la France. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, on considère que la santé, c'est précieux. Et donc, en fonction de ça, les gens prennent soin de leur santé parce que le niveau de remboursement, déjà, en tant que non-résident, vous n'avez pas accès au système de santé étatique. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas résident, vous n'avez pas le droit. Si vous avez une consultation médicale, c'est à vous de la payer. Une fois que vous êtes résident, vous pouvez obtenir qu'on s'appelle les frais de. Les consultations médicales sont moins chères quand vous êtes résident. Quand vous n'êtes pas résident, je pense que vous payez $80. Quand vous êtes résident, c'est 35 ou $40 la consultation. Ensuite, la santé coûte cher et il n'y a pas de sécurité sociale à proprement dit. C'est-à-dire que si vous êtes malade, si vous avez quelque chose d'urgent, vous serez pris en charge par le système étatique. Si vous avez un accident, que vous soyez résident ou pas résident, vous serez pris en charge dans les hôpitaux publics. En revanche, si vous avez une maladie qui n'est pas urgente et que vous n'avez pas d'assurance, vous serez sur une liste d'attente. Donc, la santé, c'est pour ça que beaucoup de gens ont parallèlement une assurance médicale privée, ok, pour être pris en charge. Pareil, dans le même système au niveau social, la retraite en Nouvelle-Zélande est une retraite plus par capitalisation. C'est-à-dire que toute personne va toucher à 65 ans le même montant de retraite qui est aux alentours de 1 000 € par mois, que vous ayez gagné 1 million d'euros par an ou 10 000 $ par an, ou 10 000 € par an, ça sera le même niveau. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en Nouvelle-Zélande, depuis 2007, il a été mis en place un système de capitalisation qui s'appelle un KiwiSaver, qui est ouvert aux résidents, qui leur permet de cotiser à côté à des fonds de pension. Voilà. Donc, je vais juste préciser une chose parce que ça, les gens ne savent pas forcément et la Nouvelle-Zélande est assez unique pour ça. Si vous venez que vous avez un accident en tant que tel, alors oui, vous aurez accès au domaine public, mais ça vous coûtera rien. ça coûtera rien. Ça coûtera rien du tout. Je veux dire, nous, on a des gens qui sont tombés, qui ont eu des traumatismes crâniens, hôpital, tout un temps, mais c'est un accident, elle a loupé une marche, elle va bien, merci. Elle n'a pas payé $1. Donc, le système est assez différent. Lorsqu'on arrive en Nouvelle-Zélande, c'est plutôt un système libéral et c'est plutôt l'État n'est pas là sans arrêt derrière vous pour subvenir à vos besoins. C'est ça qu'il faut bien se dire. Par rapport à la France, ce n'est pas l'État-providence. Ok, merci. Il y avait des questions sur les opportunités d'emploi dans le domaine de l'audiovisuel, montage vidéo et puis industrie et auxiliaire ambulancier, les 3 secteurs qui ont été mentionnés, audiovisuel. Pour ça, je vous invite à faire, vos recherches, regardez déjà si c'est sur la green list et puis après on peut en parler. Après, il y a des sites d'emploi, qui sont l'équivalent du Bon Coin qui s'appelle trademe.co.nz. trademe.co.nz et après l'autre site d'emploi c'est seek.co.nz. Ça vous permet de voir un peu l'ensemble des jobs qui sont en demande. L'audiovisuel, pourquoi pas, parce qu'il y a les gros studios. Peter Jackson, celui qui a réalisé Seigneur des Anneaux, est originaire de Nouvelle-Zélande et tourne pas mal de films sur Wellington. Il y a aussi des studios à Anderson. Il peut y avoir du travail. Il y a une école qui s'appelle SAS, c'est ça? SAE, qui forme aussi sur place des gens dans l'audiovisuel. Parfait. J'ai mis les liens là dans la barre de conversation de Seek et TradeMe aussi. Si vous voulez faire vos recherches sur les secteurs d'activité que vous avez mentionnés. Voilà, Audrey, je les ai mis. Je pense avoir fait le tour. Pendant que vous êtes sur TradeMe, regardez parce que vous avez les prix des locations, vous aurez les prix des voitures, vous aurez les prix de tout. Le TradeMe, vous trouverez toutes les informations qu'il vaut parce que c'est important. Et c'est un vrai budget d'émigrer en Nouvelle-Zélande. Oui. Le nerf de la guerre, c'est important de le dire, c'est vrai. Mais oui. Bien. Et
L'université est soumise aux mêmes règles que J'ai vous avez une présentées pour question. l'enseignement au collège-lycée. J'ai une Oui, je vous question, invite peux poser? à vous indiquer, excusez-moi monsieur, je vous indique à poser votre question dans la barre de conversation, s'il vous plaît, Mais ça ne fonctionne le pas. temps de D'accord. répondre. C'était quoi la Merci. question au niveau universitaire? C'était quoi la question Oui, universitaire? est-ce que l'enseignement à l'université est soumis aux mêmes règles que vous avez présentées pour l'enseignement au collège-lycée? Tatiana, je pense que c'était sur ta section. Est-ce que... Oui, je ne sais pas si on parle de visa ou si on parle de l'accès, enfin de Ah, c'est l'acceptation ça, ouais, c'est en ça. organisme. Si on parle de l'acceptation en organisme, j'imagine que c'est comme en France, hein, il faut parler la langue et il faut avoir un parcours éducatif qui soit en lien, qui soit cohérent avec la formation visée. En ce qui concerne l'université, en fait, en ce qui concerne le visa, ça dépend en fait si c'est un enfant qu'on envoie tout seul étudier ou si c'est un enfant qui vient avec ses parents parce que les parents, eux, émigrent. Le visa peut être différent. Il y a des visas de dépendants pour les enfants et ce qu'on appelle le fee paying pour ceux qui viennent étudier indépendamment. En fait, je suis désolée, mais il est 9h49 et je commence vraiment à être très fatiguée là. Et je commence vraiment à Pas de buter. problème. On va Pas de répondre. problème, Tatiana. Voilà. On répondra à ta On place. répondra, Tatiana. On répondra. Ouais, merci. Oui. Avec toi, mais Merci on- infiniment. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des conseils pour les plus de 30 ans qui souhaitent améliorer leur anglais? Bah, les Pas écoles de de langue, problème. les écoles de Ouais. langue, ils peuvent venir à l'école de langue, il n'y a pas de souci. Et Il y a même possibilité, suivant les visas et suivant les écoles, etc., de faire, par exemple, de venir 6 mois, mais de faire 2 écoles dans différentes régions. Mhm. Il y a des groupements d'écoles où on peut venir étudier ou 3 écoles dans différents régions en faisant qu'un seul visa, mais qui inclut les 3 écoles. C'est important parce que les visas d'étudiants sont devenus très chers, donc c'est aussi important. Si on peut en faire qu'un à la place de 3, c'est mieux. Parfait. Et il y a une question bonus d'immigration concernant les animaux. Je pense on que peut les c'est, amener, on peut les amener, mais ça passe par une quarantaine. Ça passe par une quarantaine et ça coûte très cher parce que le chien ou l'animal va être 15 Même pour jours les en lapins? quarantaine. Oui. Même pour les lapins, on les mange. Pardon. Mais non, ils sont très très rares. Ils sont très très rares et ils font de la pub, Non, donc je posais la question. alors, je pense pas que les lapins soient admis. Je pense pas que Je ne pose pas les lapins. parce que c'est peut-être aussi, nous, pour nous, le lapin, c'est une peste. C'est Ouais. quelque chose de dommageable, surtout dans l'île du Sud où habite Tatiana, où vraiment c'est quelque chose qui est dommageable. Donc, je ne suis pas sûr que les lapins soient admis. Qu'un lapin passe. Désolée. Voilà. Mais sans ça, pour les autres animaux, c'est cher. Pour les autres animaux, c'est cher parce qu'il y a tout. Bon, il y a tout il y a le transport déjà qui n'est pas donné. Et après, à l'arrivée en Nouvelle-Zélande, c'est minimum 15 jours dans une quarantaine. Ouais, puis même l'avion en soute et tout le tintouin, c'est compliqué. Hein. Je pensais pas ça. Ouais. Mais ceci dit, nous, on ne fait pas ces conseils-là, mais on peut vous orienter quand même hein, dans vos démarches. On peut vous indiquer un peu dans les grandes lignes comment vous devez vous y prendre pour emmener vos animaux. J'ai juste une dernière question, si c'est possible, parce que ma barre ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je suis au top de mes diplômes, je ne peux pas aller plus loin. J'ai eu un accident il y a 1 an et demi. Je me suis fait faucher par une voiture. J'étais un grand chef de cuisine. Est-ce que maintenant je suis inspecteur contrôle d'hygiène alimentaire? Est-ce que en Nouvelle-Zélande, ça existe? Oui, bien évidemment, ça dépend des conciles. Ça dépend des conciles, parce que c'est les conciles qui vont donner les grades. Merci. Les grades au niveau des établissements qui servent de la nourriture. On a les grades A, B, C, D. D, vous n'y allez pas. Et généralement, c'est à A qu'il faut aller, A ou B. Voilà. Donc, mais là, c'est plutôt les conciles. C'est plutôt les conciles. Et je ne sais pas si c'est une profession réglementée ou pas. Parce que généralement, si c'est une relation réglementée, il faut d'abord être inscrit à l'ordre de la profession. D'accord. Voilà. Même si on a les diplômes pour, et même si vraiment on a la totale, je veux dire. Peut-être, là, je n'ai pas la réponse, savoir si c'est une profession réglementée ou pas, pour pouvoir faire ce genre d'inspection ou pas. Je n'ai pas la réponse. Donc, il
faut voir déjà s'il y a des offres d'emploi dans ce niveau-là et s'il y a des offres d'emploi. D'accord. Après, je pense que les normes sont aussi spécifiques au pays. Donc, je ne sais pas si que ce soit des métiers qui soient ouverts à des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas forcément les mêmes normes d'hygiène. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi D'accord. vérifier par rapport à ça. D'accord, merci. D'autres questions? On va laisser. Je suis Bien. désolée, moi, j'ai ma barre de chat qui n'apparaît pas du tout. Je suis désolée. Dites-nous. Allez-y. Je voulais savoir en fait si tout ce qui est l'ingénierie pédagogique existait également en Nouvelle-Zélande. Et L'ingénierie si ça rentrait pédagogique. oui, c'est la conception de support pour les enseignants. Tout ce qui est la Peut-être au niveau des ministères. conception. Peut-être au niveau des ministères. D'accord. Peut-être au niveau des ministères. C'est pas les genres de professions qu'on a rencontrées de façon régulière. Mais peut-être qu'au D'accord. niveau des ministères, ça peut être des métiers qui peuvent être demandés. Mais à moins que tu as des idées par rapport à ça, Tatiana, moi, j'ai pas. Bah non, là comme ça, non, il faudrait en discuter plus pour comprendre quel est le parcours de formation, l'expérience que vous avez, dans quel domaine vous travaillez, avec quel type d'organisme vous travaillez. Voilà, là comme ça, je peux pas répondre à cette question là comme ça tout de D'accord. suite. Merci beaucoup. Et puis je suis en plus, désolée. pour tout vous dire, j'avais jamais entendu parler de ça, donc voilà. Ça, vous me prenez à dépourvu. Je vais apprendre quelque chose ce Bien. soir, c'est bien. Et bien voilà, l'ingénierie pédagogique Oui, oui. et la création de supports pédagogiques. OK. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on arrive au bout de la présentation de ce webinaire. Un grand merci encore à tous. Merci. Merci beaucoup, Ariane, Philippe et Tatiana. Et à Marie aussi qui est là Cachée. connectée, voilà, pour toute la partie préparation de ce webinaire. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez l'occasion de le visionner à nouveau, de reprendre certains points si vous le souhaitez, de retrouver les adresses mail des intervenants, de toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Merci Chloé aussi pour ton partage d'expérience sur le PVT Oui. Nouvelle-Zélande. Avec Si tu plaisir. souhaites, Chloé, aussi, voilà, s'il y a des questions pour Chloé, vous pouvez aussi la contacter. Vous pouvez, pour un petit point France Travail Mobilité Internationale, pour les personnes qui ne sont pas inscrites ou qui ne seraient pas accompagnées par notre service Mobilité Internationale et qui, voilà, s'il y a des personnes ici qui souhaitent être accompagnées aussi par notre service, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les informations voilà, auprès de votre conseiller ou de votre conseillère dans votre agence, sur le site de francetravail.fr aussi, et toutes et tous les articles dédiés à la mobilité internationale. Et puis, on a notre page Facebook aussi pour la partie mobilité internationale avec toutes les infos qu'on essaie de relayer sur le sujet. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que toutes les informations qui auront été données aujourd'hui vous auront été utiles. Et je suis sûre que oui. Et on vous souhaite une bonne continuation dans ce projet vers la Nouvelle-Zélande. Du temps, la préparation est super importante. Ne pas partir tête baissée dans un projet voilà, qui ne serait pas réalisable au bout de quelques temps, de tout bien préparer. Et voilà, n'hésitez pas à recontacter voilà, tous les intervenants de SZ Service ou nous à France Travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion, merci. Chloé et Marie aussi, parce qu'au passage, c'est Exact. Marie qui avait fait nos slides. Donc, merci à Marie pour cette très belle présentation. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée, bonne nuit. Soirée, bon Merci. repos. Bonne nuit. Au revoir. Merci, au revoir. Je voulais voir.